Un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil. Bienvenue sur la matinale 5 sur 7 matin. Prenez soin de vous. Sachez que chaque jour est une chance. Saisissez la vôtre et appuyez sur vos manquements de la veille et améliorez vos performances d'aujourd'hui, vos performances du quotidien, car ignorer le passé, c'est se condamner à refaire les mêmes erreurs. Ignorer le passé, c'est se condamner à refaire les mêmes erreurs. C'est Modeste Gansouwewe dans son ouvrage Meurtre à la Pendjari qui nous l'enseigne. 5 sur 7 le flash, on attaque tout de suite et maintenant. Merci de nous rejoindre sur la matinale. Bienvenue au flash d'information. Un mort, des blessés et des dégâts matériels. C'est le résultat d'un accident causé par une course-poursuite entre douaniers et contrebandiers ce dimanche 10 avril à l'entrée de la cité des Kobourou. L'accident est constaté au quartier Okedama de Parakou. À la suite de ce regrettable incident, le directeur régional des douanes du Borgou et de la Liborée, face à la presse ce lundi 11 avril, explique les faits et sensibilise les populations. La brigade des douanes de Parakou avait été alertée de la situation de fraude au niveau des deux véhicules en provenance du Tchaourou. L'un a obtempéré aux injonctions des agents de la douane et l'autre n'entendait pas s'arrêter. D'où la course-poursuite qui s'est soldée par la mort d'un des passagers du véhicule en situation de fraude. Bientôt, un code d'intégrité et de bonne conduite pour le personnel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ce code est une recommandation de l'inspection générale. Il retrace les directives à suivre et la conduite à tenir par les agents du dit ministère. Mais pour l'instant, il est sur la table des différentes parties prenantes et fait objet d'un atelier pour validation. Accès à l'eau potable en milieu rural. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural est à la manœuvre avec la signature de 3 contrats d'affermage. Objectif du gouvernement, atteindre l'accès universel en eau potable avant 2030. Favoriser la prise de conscience aux apprenants sur les enjeux liés à la préservation de l'environnement. C'est un projet sur lequel travaille le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. À travers l'Agence béninoise pour l'environnement, il a entretenu les conseillers pédagogiques des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle sur les curricula élaborés pour l'intégration de l'environnement dans les situations d'apprentissage au premier cycle. Parlons éducation à présent dans ce flash d'information. Période des congés pour les apprenants. Moment bien défini pour les coacher et les amener à prendre plus au sérieux leurs études. De même, amener ces apprenants à mieux s'affirmer. C'est bien à travers le coaching de Crépine Gandaro, Amansou, présidente de l'ONG Gamea. Encore quelques jours et ce sera fini pour les travaux de correction engagés par l'ANIP en prélude à l'élaboration de la liste électorale informatisée. Pour faire prendre la mesure de l'enjeu aux populations, Patrice Alakwato va à la rencontre des femmes des marchés de Cotonou. Plusieurs préoccupations sont enregistrées, notamment un report du délai. Après l'atelier d'élaboration des curricula de formation pour le projet Jeunes officiel à Grand Popo, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire a lancé ce mardi matin au CEG Sainte-Rita la formation des jeunes officiels pour les coachs, les secouristes, les reporters sportifs, les arbitres de foot et de basket en herbe. Voilà qui vient refermer ce flash d'information. Bonne suite sur la matinale. Le flash d'information, une signature donc de Ezekiel Diacor tout à l'heure à partir de 7h. 6h en temps universel, on retrouve Jean-Claude James pour cette fois-ci, vous le savez, le bulletin d'information, le programme, vous l'avez désormais par cœur. Tout de suite et maintenant, on découvre ce qui fait l'ossature de cette émission 5 sur 7 matin de ce mardi 13 avril 2022. Le Bénin encore endeuillé par une attaque terroriste, cette fois-ci dans le parc Pendjari. Évidemment, 5 militaires
ont été tués, plusieurs autres blessés après l'explosion d'une mine artisanale dans cette partie du pays où le gouvernement a investi beaucoup de devises pour restaurer et moderniser le parc afin d'attirer les touristes. Peut-on dire que le projet aura désormais du plomb dans l'aile à cause de ces vendeurs de la mort et fauteurs de troubles qui mettent à mal la quiétude de toute une région? Décryptage à suivre. Pendant ce temps, à Cotonou, au palais de la Marina, l'exposition en cours draine de plus en plus de visiteurs. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, c'est déjà plus de 60 000 visiteurs avec une petite économie qui s'installe autour de ce musée improvisé. On en parle. Patrice Talon, lui, reçoit les syndicalistes le 26 avril prochain. Au menu, la question de la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Le chef de l'État est-il dans une démarche pédagogique? Question. Et puis, clin d'œil à l'actualité internationale, on se dirigera vers une destination exotique, mais toujours sur le continent africain, le Soudan, pays d'Afrique du Nord, au bord de l'effondrement 3 ans après la chute d'Omar el-Béchir. C'était le 11 avril 2019. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Politiquement, le pays n'a pas de gouvernement. Économiquement, la devise soudanaise est en chute libre. Elle a perdu un quart de sa valeur. L'inflation est officiellement de 260% selon le Programme alimentaire mondial. Et 4 millions de Soudanais sur les 11 millions que compte le pays souffrent de famine aiguë. Soudan, une révolution pour rien finalement. On s'y intéresse. Et puis l'espoir de Hugues Zinsou-Zounon focus sur les résultats des championnats nationaux de football masculin comme féminin et plein feu sur l'un des plus grands basketteurs, sinon le plus grand basketteur africain du moment et peut-être de l'histoire, le Camerounais Joel Embiid, devenu le meilleur marqueur africain en NBA. Restez avec nous pour en savoir davantage. Et puis la revue de presse viendra mettre un terme à cette émission de ce mercredi 13 avril 2022. Bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. 5 sur 7 matin vous revient dans pas longtemps. Cinq sur 7 matin, il est l'heure à présent de feuilleter rapidement les journaux en attendant de lire leur contenu. Peut vous en donner la substance. Marcel Arrossi est déjà avec nous pour l'exercice. Bonjour Marcel. Edman, bonjour à tous. Bienvenue à la une des journaux. Dites-nous ce qu'ont écrit aujourd'hui les journaux. Nous démarrons très exactement par Fraternité, ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le porte-parole du Parlement annonce une période d'intense activité. Parti restaurer l'espoir, Mitokper Azanaï, rupture consommée, à chacun sa vision. Le potentiel, stabilité financière, le Bénin maintient sa note B+, avec perspective stable. Démission du secrétaire général de restaurer l'espoir, Mitokper Azanaï, le désamour. L'événement précis, séisme au sein du parti Restaurer l'Espoir, Azanaï annonce la démission de Mitokper. La presse du jour, ouverture prochaine de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de 2022, les précisions du porte-parole du Parlement. Les 4 vérités à quelques semaines des examens de fin d'année, le ministre Kouaro Yves Tiabi galvanise les inspecteurs. Démission du parti Restaurer l'Espoir, Guy Mitokper tourne dos à Azanaï. La primeur, première session ordinaire de l'année 2022, une vingtaine de lois en examen. C'est plus précis avec ce journal. La Nation, quotidien de service public, marée haute dans le golfe de Guinée, vigilance accrue sur la côte. Puis, première session ordinaire de 2022 au Parlement, les grands dossiers à découvrir avec ce journal. Les travaux s'ouvrent demain. Le grand regard, après sa démission du RE, l'avenir politique de Guy Mitokper joué entre 3. Après sa démission du RE, l'avenir politique de Guy Mitokper joué entre 3. Et puis, matin libre, politique nationale, Guy Mitokper clarifie enfin sa position. Clarification à retrouver donc avec matin libre. Positionnement pour les législatives de 2023, ce qui joue contre les députés doyens.
ce qui joue contre les députés douaniers. Matin libre, vif d'Afrique, 0 mort, 0 blessé, 0 coupure de l'Internet, 0 interpellation pour la présidentielle française. À quand une élection pareille en Afrique? Lutte contre le terrorisme dans la sous-région, place aux actes après les beaux discours. Ouagadougou, Burkina, le pays entier, bientôt en état d'urgence, selon le ministre de la Justice. RFI, Washington et Berlin, furieux contre la Serbie qui achète des armes à la Chine. Merci beaucoup Marcel pour ce tour rapide. C'est moi. Allez, on vous retrouve en fin d'émission pour la revue de presse. Tout à fait. Allez, retirez-vous tranquillement, prenez votre café à l'aise, pépère, comme vous savez si bien le faire. Et soyez inspirés pour la revue de presse. Merci. À tout Allez, de suite. À tout de suite. 5 sur 7 matin, on installe le tout premier invité de cette matinale, c'est bien Jérôme Poupola. Avec lui, on parlera de la formation des employés, des collaborateurs, enjeux et opportunités pour une entreprise. On en parle tout de suite et maintenant. Vous le savez, c'est important de former les employés, c'est important de former ses collaborateurs. Lorsque vous êtes patron d'entreprise, évidemment, c'est pour que vos employés, vos collaborateurs puissent avoir, on va le dire ainsi, une certaine forme de productivité accrue, pour qu'ils puissent évidemment être au centre de vos projets, pour qu'ils puissent porter comme cela se doit votre vision, évidemment vos projets pour l'entreprise. On en parle avec un formateur, un coach formateur, Jérôme Poupola, que vous connaissez si bien par ici. Bonjour Jérôme. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Un plaisir de vous retrouver, ça va? Un plaisir partagé. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez reçu déjà votre formation de votre patron? Naturellement. Vous êtes votre patron. Naturellement, cela va de soi et plusieurs formations déjà suivies depuis ces années-là. Justement. Oui. Et ce sont ces formations qui vous ont rendu si brillant, si ingénieux et si talentueux dans ce que vous faites. Oui. Et vous voulez bien partager justement l'importance de cette démarche-là avec les téléspectateurs. Exactement. Et je pensais que c'est aujourd'hui de plus en plus fréquent dans les entreprises qu'on parle de formation et pourquoi pas même de coaching des collaborateurs. Et il faut dire qu'il y a quelques années en arrière, c'était entre guillemets des entreprises de grande taille qui donnaient cette priorité-là à leurs collaborateurs. Mais aujourd'hui, même des entreprises naissantes, des start-up et tout, et comprennent l'importance aujourd'hui de former les collaborateurs. Parce que quand on prend l'entreprise en elle-même, nous avons une vision à réaliser. Et cette vision, pour la réaliser, on passe toujours à travers les humains. Même si vous êtes dans le domaine purement informatique et que c'est des logiciels que vous utilisez, il faut toujours des humains derrière pour faire travailler ces logiciels-là ou pourquoi pas ces robots. Ça veut dire l'être humain est au centre du développement de l'entreprise, le capital humain. Et ce capital humain, quand on pense au capital humain, on parle souvent de productivité, on parle de compétences. Alors, pour réaliser sa vision, l'entreprise a plusieurs solutions. La plus simple, mais pas la moins coûteuse, c'est de faire sous-traiter. Pourquoi pas, on se dit, je ne veux pas avoir des collaborateurs, ou peut-être 2 ou 3 maxi, et je fais sous-traiter tout ce que je fais par des prestataires externes ou des trucs comme ça. Et on a des sous-traitants qui viennent et qui font ce qu'ils ont à faire et tout. Alors, on a également une deuxième solution. Si on a 2 ou 3 collaborateurs, peut-être quelques-uns qui ne sont pas spécialisés dans d'autres domaines, c'est de recruter. Naturellement, pour avoir de nouveaux talents afin de pouvoir réaliser la vision. Cette solution également existe. Mais on va la comparer à la dernière solution. Elle est toujours plus coûteuse. Et la dernière solution la plus intéressante, c'est de former ceux qui sont déjà là pour les faire acquérir cette compétence-là. Plutôt que de prendre juste des personnes qui viendront pendant un temps et pouvoir permettre à l'entreprise de capitaliser sur cette expérience-là et de maintenir à l'interne cette ressource humaine compétente afin de pouvoir s'inscrire sur la durée. Parce qu'il s'agit de ça. Former le collaborateur, c'est être dans une vision de long terme. Parce que la plupart du temps, ça arrive qu'en entreprise, parfois, certains managers, certains responsables sont parfois réfractaires, il faut le dire aussi, c'est pas tous, mais ça arrive à la formation des collaborateurs. Et c'est à se demander, est-ce que
ces managers s'inscrivent dans une vision de long terme. Parce que si c'est dans une vision de long terme, on se dit, il n'y a pas suffisamment de ressources aujourd'hui, on verra bien demain, on verra bien, etc. Il y a même des managers qui se disent, bon, je peux le former aujourd'hui et demain, il décide de partir et tout. Et souvent, quand j'entends ça, ça me fait rire, parce que si ce même raisonnement devait être mené dans toutes les entreprises, je pense qu'on n'aura pas de formation. Et que nous, notre rôle de cabinet de formation, c'est un rôle carrément caduque. Alors, je pense que c'est des raisonnements aujourd'hui, et c'est une occasion pour moi de passer par cette émission. C'est des raisonnements aujourd'hui avec lesquels il faut vraiment commencer vraiment par changer cette manière de penser. Parce que la formation de collaborateurs a plusieurs impacts sur l'entreprise. Et c'est parce que souvent, on ne prend pas du recul pour se poser la question de savoir comment est-ce que j'évalue l'impact en fait d'une formation sur un collaborateur. Mais on ne va pas se lever du jour au lendemain et dire je veux commencer par former les collaborateurs, commencer par décider de faire un plan de formation. Non, il faut partir sur des bases suffisamment cohérentes. Il faut pouvoir comprendre le secteur d'activité dans lequel j'évolue aujourd'hui, quels sont les changements qui existent ou qui viendront au niveau de la concurrence aujourd'hui, quelles sont les compétences qui existent au sein de cette concurrence aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont un impact que moi, je n'ai pas? Vous voyez, il faut commencer par faire cette analyse-là. Il faut faire également, la plupart du temps, de manière vraiment cohérente, il faut évaluer également la productivité des collaborateurs. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quoi? On n'a pas d'indicateur avéré, c'est en lien à la formation, pour évaluer vraiment la performance d'un collaborateur. Un manager peut-être sans, c'est juste un ressenti que telle personne n'est peut-être pas suffisamment motivée ou telle personne peut-être n'est suffisamment pas productive. Et c'est pas l'instinct ou je sais pas, juste une sensation et il déclare sans se baser sur des faits réels que cette personne n'est pas compétente ou cette personne baisse en performance. Maintenant, il faut partir sur des bases scientifiques avec des méthodes aujourd'hui qui existent en RH qui permettent de pouvoir évaluer la performance du collaborateur et de trouver la solution. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de le blâmer, mais de dire tu n'es pas ceci, tu n'es pas compétent, non. Il faut trouver des solutions et ces solutions passent par la formation. Donc aujourd'hui, la formation est un carrefour quand même. Ça, ce n'est pas une panacée, mais ça résout quand même plus de 60 à 70% des problèmes de baisse de performance et de productivité des collaborateurs, d'où également la performance et la compétitivité de l'entreprise. C'est des choses souvent sur lesquelles nous n'avons pas l'habitude de réfléchir et tout, mais heureusement aujourd'hui, même les startups, comme je l'ai dit, comprennent l'importance de la formation des collaborateurs. Voilà. Et il y a quand même de ces personnes qui elles-mêmes trouvent le moyen d'aller se faire former, quand bien même elles sont en entreprise, elles trouvent le moyen d'aller elles-mêmes se faire former avec leurs propres revenus. Oui, ça existe de plus en plus. Il y a deux raisons. Soit la personne a une vision très élevée de son poste au sein de l'entreprise, soit disons-le, la personne cherche une meilleure opportunité ailleurs. Non, ne nous les rend pas. Donc, l'une ou l'autre des raisons peut emmener aujourd'hui quelqu'un à choisir de se faire former à ses propres frais. Et c'est vrai, de plus en plus, on en trouve, parce que la personne se dit, je suis à tel poste aujourd'hui, j'envisage peut-être d'ici 2 ans, 3 ans avoir une promotion. Et en Dieu, mais la seule manière pour moi d'avoir la promotion, si je dois attendre que mon chef vienne me faire former, je risque de rester là-bas longtemps. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a une vision de travail dans une organisation internationale ou de partir dans une boîte peut-être plus intéressante et que je dis, il faut que je puisse être beaucoup plus exigeant vis-à-vis de moi-même afin de pouvoir, pourquoi pas, quitter l'entreprise un jour et avoir beaucoup plus d'opportunités dans d'autres secteurs d'activité, d'où se faire former. Maintenant, ça peut être également l'envie de changer également de métier. Tu peux être peut-être comptable de base, mais j'ai envie d'évoluer peut-être dans l'univers peut-être du web ou du marketing et tout ça là. Donc je me fais former pour avoir de nouvelles compétences que je pourrais faire valoriser afin de pouvoir carrément démarrer un nouveau métier, une nouvelle carrière dans un autre domaine d'activité. Donc l'une ou l'autre de ces raisons peuvent amener quelqu'un à vouloir se faire former. Ça peut être également le ressenti de la personne, une analyse personnelle qui est telle que la personne sent que entre les exigences de son poste et ce que la personne réussit à pouvoir donner, il y a un déphasage. Et pour combler ce gap-là, il sent qu'il a besoin
de se faire former afin de pouvoir acquérir les compétences pour le maintien au poste, parce qu'il s'agit de ça, se maintenir au poste et pouvoir envisager une évolution également de carrière. Donc c'est les enjeux souvent qui emmènent les gens à pouvoir se faire former à leur propre frais. Et cela, moi, je l'encourage vivement, parce qu'il va être proactif aujourd'hui. Il y en a qui, plutôt que de pouvoir le faire eux-mêmes, restent là à blâmer la société. C'est vrai, la société a certaines responsabilités dans ce sens-là, mais il ne faut pas croiser les bras et attendre que tout vienne du manager. Il faut pouvoir soi-même montrer qu'on a envie de le faire. Et pourquoi pas faire valoriser ça au sein de l'entreprise, pour que l'entreprise puisse voir, OK, on voit que vous avez ce besoin-là, nous on va vous accompagner, pour que peut-être prochainement on puisse prendre en charge telle ou telle formation. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce que vous avez évoqué comme sujet. Et puis il y a ce cas des personnes qui sont peut-être dans le service public et qui se voient attribuer une bourse d'études ou de formation pour aller acquérir des expériences nouvelles au détour d'une formation à l'extérieur et qui reviennent, qui font preuve, on va dire, d'une forme d'ingratitude parce qu'à leur retour, ces personnes se contentent juste de donner le minimum à la structure étatique qui les a envoyés et vont vendre maintenant cette expertise à des structures privées ou à développer des activités en parallèle où ces personnes-là investissent la plénitude de leurs forces et de leurs moyens. Tout ça fait que on est réfractaire à l'idée d'envoyer quelqu'un aller se faire former. Ah oui, c'est non seulement dans le secteur public, mais également dans le secteur privé aussi. Et, pas plus tard qu'il y a quelques jours en arrière, je rencontrais un promoteur d'entreprise qui me disait « Ah non, j'ai pu former telle personne, après 2 mois, 3 mois, il m'a lâché. J'ai vécu ça, j'ai été frustré et tout, je ne veux plus investir sur mes collaborateurs et tout. » Si on doit mener ce tel raisonnement, il est tout à fait naturel de ne pas chercher à former les collaborateurs. Mais moi, je me pose une question. Cette question, c'est quoi? 1. Est-ce que l'entreprise s'inscrit dans une vision à long terme? 2. Quand on parle de la formation en elle-même, il faut comprendre que c'est un facteur de motivation. Qu'est-ce qui fait que le collaborateur cherche à partir? Ce n'est pas forcément parce qu'on l'a formé ou on ne l'a pas formé. Il y a peut-être l'environnement dans lequel il évolue, il y a peut-être ses perspectives de carrière et tout. Vous le formez, d'accord. Est-ce que derrière cette formation-là, il y a un système de promotion? Est-ce qu'après cette formation-là, il y a un système d'augmentation peut-être de gains, de revenus à son niveau? Est-ce qu'après cette formation-là, il y a des perspectives d'avenir pour lui? On se dit, tu as reçu telle formation aujourd'hui, ça s'inscrit dans telle vision que j'ai pour toi, pour ton poste. Si tu évolues correctement, normalement, tu dois pouvoir suivre encore telle autre formation, telle autre thématique qui t'attend, qui va t'emmener à avoir peut-être telle autre responsabilité, etc. Et ça fait que la personne se sent investie et a surtout la confiance du manager. Parce qu'il y a quelque chose qu'il est important de comprendre. Ce n'est pas exclu, mais souvent, lorsque vous échangez avec vos collaborateurs dans ces thèmes-là, et que ce que vous dites est sincère, la plupart du temps, le collaborateur, même s'il a envie de partir, il a peur, en guillemets, de vous décevoir. Parce qu'il se sent, en guillemets, redevable. Et il voit que derrière, il y a également quelque chose qui va venir de meilleur. Donc, la plupart du temps, c'est parce qu'il n'y a pas cette communication-là entre les responsables et les collaborateurs, que souvent, le collaborateur se sent parfois obligé parce qu'il se dit, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne vois pas être toujours au même poste ou je ne vois pas une vision pour ma carrière, parce qu'il y a des objectifs de carrière. Mais quand vous le rassurez, et c'est justement pour ça que ça existe aujourd'hui, la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, c'est pour permettre aux collaborateurs d'avoir une vision de perspectives de carrière qu'il attend. Quand il a ça, il est beaucoup plus rassuré parce qu'il est en cohérence avec ce que vous lui proposez. Mais lorsque ce n'est pas fait, et qu'on décide simplement du jour au lendemain d'envoyer la personne en formation, sans lui expliquer quelles sont les raisons, qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui explique ça, c'est bizarre. Donc, ça nous est arrivé parfois de recevoir des personnes en formation. C'est extraordinaire. La personne vient en formation, il ne sait pas pourquoi elle est là. Oui, je vous assure, il ne sait pas quel est le thème de la formation, quels sont les résultats attendus, quel est l'objectif. Il dit simplement, bon, on m'a appelé hier, on me dit aujourd'hui, tu seras à 8h dans tel hôtel ou dans telle salle de formation. Bon, le patron m'a dit ça, qu'est-ce que moi je peux dire? Je suis là. Ah oui, mais un tel collaborateur, il n'a pas perçu le bien fondé de la formation. Donc, il y a un travail préalable. Peut-être que son manager ou son patron n'a pas associé. Oui, justement, c'est ça. Il dit, il y a un préalable à faire
que les managers ne font pas souvent et qui fait que la plupart du temps, ils sont déçus eux-mêmes parce que les gens quittent l'entreprise, parce que les gens ne perçoivent pas l'importance aujourd'hui de la formation, à un point où, souvent même, il y a des personnes qui vont en formation parce qu'ils se disent qu'il y a des PDM qui vont recevoir au cours de la... Oui, il y en a qui vont en formation tout simplement parce que ils veulent voir le cadre et l'environnement de la formation, ils veulent se distraire, entre guillemets, ils veulent quitter un peu l'être quotidien, ils savent que par jour, ils vont recevoir tel prime ou je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Et c'est pour ça qu'ils vont en formation. Ils y vont seulement pour signer. La plupart du temps, ils dorment pendant la formation. C'est des gens qui n'ont pas compris et perçu l'importance de la formation. Donc, il est très important, ce sujet-là que nous abordons aujourd'hui, aussi bien pour les collaborateurs que pour les responsables d'entreprise, pour que l'une et l'autre des parties puissent mieux comprendre quelle est l'utilité de la formation, que ce soit pour l'entreprise ou pour le collaborateur. Là, on évitera ce genre de réflexion qui est qu'on forme les gens, le lendemain ils quittent. On l'a formé, mais pour quelle raison? C'est incroyable. Si la personne ne sait pas pourquoi on l'a formé, on dit, bon, cette année, il y en a même qui sont carrément pressés que les formations viennent. Ah oui, moi je connais certains secteurs dont je ne vais pas mentionner, non, qui ont hâte qu'il y ait des formations. Pourquoi? Parce que pour lui, ça signifie prime, ça signifie voyage, ça signifie frais de mission et tout. Mais il faut comprendre quel est l'enjeu. Derrière tout ça, ces frais de mission et tout ce qu'on veut et tout, qu'on a organisé, 5-6 formations au cours de l'année, et il est très content d'aller en Allemagne et tout. Mais quelle est l'utilité pour lui-même dans sa carrière? Si la personne ne perçoit pas ça, c'est qu'il y a encore... que le côté lucratif et ludique. Temporaire. Lucratif, ludique. Ludique temporaire encore, oui. Bien sûr. Au lieu de s'inscrire dans la vision de long terme pour sa propre carrière, je pense qu'il y aura toujours ce défi-là de personnes qui démissionnent parce que la personne voit toujours tout à travers le volet financier. J'ai même des managers qui parfois me disent bon, telle personne, il a en baisse de performance. C'est parce qu'il a besoin d'une augmentation de salaire. Il y en a qui disent ça. Ils disent on n'a pas besoin de la formation. On augmente juste son salaire, il va être très performant. Moi, ça me fait rire parce que en matière de salaire, vraiment, ça ne suffit jamais. Même si vous augmentez de 100% aujourd'hui, d'ici 3 mois, la personne voit que c'est petit et il veut toujours. C'est un cercle vicieux. Augmenter le revenu de la personne simplement parce que la personne est en baisse de motivation ne va pas changer grand-chose. Au contraire, il faudrait mieux utiliser ces ressources-là pour former les collaborateurs, mais les sensibiliser au préalable. Quelle est l'importance de la formation? Être formé aujourd'hui, c'est pouvoir se rassurer que du jour au lendemain, on ne va pas venir te vider du poste parce que tu n'es pas compétent. Être formé aujourd'hui, c'est se rassurer que tel que l'on exerce ce métier aujourd'hui, avec l'évolution du monde, l'évolution de la technologie, l'évolution des moyens d'information, je dois m'adapter pour rester au même poste. Pourquoi? Le poste que j'ai réussi à occuper aujourd'hui en 2022, dans 10 ans, celui qui voudra occuper le même poste aura plus de compétences ou aura besoin de plus de compétences que moi aujourd'hui pour occuper ce même poste. Juste aptitude. D'où je dois comprendre que chaque jour, je dois m'actualiser et que c'est pour maintenir cette performance-là au poste. C'est un besoin, c'est-à-dire c'est la base même du maintien au poste. Même au-delà de l'évolution du poste, mais rester même au poste nécessite chaque jour être actualisé. Chaque jour. Parce qu'à l'heure où nous parlons d'IA aujourd'hui, même moi dans ma carrière, il y a quelque chose de plus que je dois apprendre. Donc tout le temps, il faut se former. Que ce soit une formation continue de manière classique, où on va s'inscrire dans des cabinets ou des trucs de formation, mais à travers même l'auto-formation, être autodidacte. C'est déjà un mode de formation. C'est vrai que c'est moins organisé, c'est moins formel, mais c'est déjà également un processus qui vous permet de pouvoir vous actualiser chaque jour et de pouvoir voir que vous sentez vraiment performant. Et je me rappelle dans une expérience antérieure, le promoteur de la structure nous faisait faire de la dictée. J'avais trouvé ça dégradant, oui. Parce que je me dis mais oui. Comment est-ce qu'on peut demander à de gros gaillards qui ont fini de passer presque leur diplôme, enfin le minimum pour avoir un emploi, on leur envoie un vieillard qui vient les évaluer au détour d'une dictée. Mais par la suite, j'ai trouvé l'exercice très intéressant parce que vous vous rendez compte qu'il y a de ces mots que vous employez à l'oral au quotidien. Mais dont aujourd'hui, l'orthographe vous échappe fondamentalement. Il y a de ces notions que vous revisitez petitement, ces notions que vous avez apprises depuis longtemps et que vous avez eu le temps d'oublier. Et toutes ces petites démarches-là vous permettent aussi de pouvoir recoller les morceaux. Et j'ai remarqué que ce sont ces instants, d'accord, de dictée que le promoteur avait décrété avec un formateur. Ce sont ces instants
où nous déstressons un tout petit peu, oui. D'accord? On quitte un peu le train-train quotidien et on déstresse, mais on apprend aussi. Parce que derrière ça, il y a les explications, il y a ci ou ça. Et au détour de cela aussi, on partage quelques expériences. Quand j'ai suivi telle actualité de nouveau, j'ai suivi telle information, j'ai eu. J'avais trouvé ça par la suite intéressant, même si au départ, j'avais beaucoup d'appréhension à ce sujet. Donc, franchement, il faut encourager les gens à se faire former. Dans tout ce que nous faisons, on a forcément besoin d'apprentissage. Les gens ne dorment pas, il y en a qui ne dorment pas, ils sont tout le temps à la recherche de nouveautés, de nouvelles perspectives, de nouvelles sensations. Et donc, forcément, ça passe évidemment par la formation. Si la formation continue. Allez jeter un coup d'œil à la Silicon Valley, les gens sont tout le temps en train de travailler. C'est extraordinaire. Jérôme, merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, tout le plaisir fut le mien. Franchement, c'est un bonheur chaque fois de vous recevoir sur ce plateau pour parler des sujets importants, non seulement pour les personnes, mais également pour la société. Quand je parle de la société, ce n'est pas forcément une structure formelle comme ça s'entend, mais c'est franchement cette société d'hommes que nous constituons, d'hommes, de femmes et d'enfants, bien évidemment, à la recherche permanente de nouvelles sensations. Merci beaucoup, Jérôme, et à très bientôt. À très bientôt. Allez, 5 sur 7 matin va se poursuivre. Ces personnes, on s'intéresse aujourd'hui à l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Vous le savez, c'est bien évidemment ce musée improvisé du côté du palais de la Marina qui draine des milliers de visiteurs par jour. En moins de 2 mois d'exposition, nous en sommes déjà à plus de 60 000 visiteurs. Franchement, c'est beaucoup. Et parmi ces visiteurs, il y a ces apprenants, ces enfants, ces femmes, ces hommes, ces conducteurs de taxi-moto, associations de X ou de Y qui vont visiter au quotidien ces biens culturels, mais également les œuvres de nos artistes locaux, des artistes contemporains que vous et moi avons eu le temps de côtoyer au quotidien. Allez, Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. On en parle encore ce matin sur 5 sur 7 matin. Et on en parle avec mon cher Claude Azalou Tingbe. Il est socio-anthropologue, entre autres. Franchement, si on doit étaler tous ces titres ici, on risque de passer toute l'émission à ne dire que ça. Bonjour Claude. Bonjour Raymond, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien, super bien et énergétiquement chargé et positivement chargé de notre culture. C'est très important et très intéressant d'ailleurs. Alors, franchement, je ne trahis aucun secret. Je vous ai vu dans les travées du palais de la salle du peuple, évidemment, du palais de la Marina, où se déroule actuellement cette exposition temporaire, Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Comme tout Béninois ou comme tout le monde, vous êtes allé visiter ces biens culturels avec votre organisation. Oui, bien sûr, c'était le week-end dernier. Nous sommes allés avec notre ONG. Et puis, comme on le dit souvent en fond, c'est-à-dire il ne faut pas en fait se faire compter un événement quand ça se passe en réalité de chez soi. Mais en réalité, notre visite et les visites, je pense, de toutes les associations, ONG et délégations que j'ai vues sur le terrain, en fait, ces visites-là vont en réalité au-delà de ce seul aspect de la recherche de l'histoire, de ce seul aspect en réalité de la curiosité. En réalité, on a constaté que le Béninois est réellement attaché à sa culture. Vous savez que avant l'époque de la colonisation, nous avions nos modèles normatifs, nous avions nos modèles positifs et autres qui organisaient en réalité notre culture. Mais il s'est fait que, surtout pendant la période de la colonisation, entre les années 1700 et quelques, la colonisation a commencé à partir des années 1700, et c'est poursuivi jusqu'aux années 1800, jusqu'aux années 1900. Vous voyez, cette époque de l'histoire a créé une certaine acculturation forcée, parce que nous avons 3 types d'acculturation. Il y a l'acculturation spontanée qui se fait tout naturellement dès qu'il y a interculturalité
entre plusieurs peuples, plusieurs cultures. Il y a cette acculturation forcée qu'on a vécue avec la période de l'esclavage et du colonialisme. Et donc, après, en fait, cette forme d'acculturation, nous sommes rentrés déjà d'abord dans une multiculturalité. Et donc, cet aspect multiculturel a provoqué plus tard un statut multiculturaliste du pays. Mais ensuite, vous savez, nous avions commencé par remarquer une perte de nos valeurs qui nous caractérisaient. Et donc, vous savez, le retour de ces œuvres culturelles a réellement suscité un intérêt particulier au béninois. Les deux agents les plus importants de la socialisation, ce sont en réalité les familles et les écoles. Est-ce qu'aujourd'hui ou depuis l'époque coloniale, les écoles arrivent réellement à nous enseigner nos valeurs culturelles? Par exemple, je prends cet élément, avant de saluer, ou bien on ne salue pas par exemple un adulte quand on a un chapeau sur la tête. On ne salue pas par exemple un adulte quand on a les écouteurs dans les oreilles. C'est vrai, l'école coloniale ou l'école qui, sous sa forme moderne, nous enseigne le respect des aînés et autres, mais est-ce que cette école nous permet en réalité d'aller jusque dans ces détails? Et donc, l'école aujourd'hui et depuis tout ce temps n'est plus en réalité le facteur le plus excellent pour nous permettre, en fait, ou de nous permettre en réalité de faciliter la socialisation, la transmission de ces valeurs de génération en génération. Maintenant, il ne reste que la famille. Malheureusement, aujourd'hui, on constate que la famille aussi n'arrive pas, en réalité, dans toutes nos sociétés, à réaliser cette transmission de valeurs. Et donc, l'opportunité de l'exposition de ces 26 œuvres d'art et des œuvres contemporaines permet aujourd'hui en réalité à chaque Béninois d'aller à la découverte de sa source, c'est-à-dire de faire une certaine endoculturation qui avait de difficultés à marcher parce que les jeunes ne s'entendaient pas avec les vieux. Aujourd'hui, ces représentations matérielles et spirituelles nous apportent un certain nombre de messages qui nous permettent de nous reconnecter à notre source, qui nous permettent de faciliter cette socialisation. Et donc, de manière banale, du 20 février jusqu'à aujourd'hui, je dirais jusqu'au 22 mai, la présidence constitue en réalité un lieu et un agent en réalité de socialisation sous-estimé. Et cette socialisation va se continuer, va se poursuivre quand les œuvres vont quitter en fait le palais de la Marina pour aller vers les prochaines destinations. Et donc ça a été franchement une visite exceptionnelle. Moi j'ai redécouvert des choses, j'ai découvert des choses d'abord que je ne connaissais pas. J'ai pu voir des choses de manière directe, de manière visuelle, presque je vais dire de manière tangible. Et la sensation est totalement différente quand vous suivez les œuvres sur vos écrans à la télé. Et quand vous descendez, vous ressentez en réalité cette énergie, vous ressentez cette fierté, vous ressentez ces valeurs qui caractérisaient autrefois nos sociétés. Quand je parle de valeurs, vous prenez par exemple, vous voyez comment ces œuvres ont été taillées, vous voyez la couleur. Et quand vous voyez aujourd'hui ces œuvres, vous avez l'impression même que la peinture avait été mise hier, alors qu'il n'y avait même pas de peinture moderne. Et donc, il y a ce génie-là qui est rigueur dans la fabrication. Voilà, cette rigueur, cette discipline, ce sens de l'effort que vous notez au niveau de ces œuvres, et ce génie. Parce qu'en réalité, quand moi j'ai quitté le palais de la Marina, je suis allé à la maison et j'ai fait une certaine réflexivité, j'ai fait une introspection. Je me suis dit, si dans les années 1800, mes ancêtres avaient de tels génies, cela voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, j'ai dû recevoir un allèle ou des allèles de ces génies. Et donc, je me suis dit, mais à part ces potentialités différentes que j'ai, si je vais réellement à la redécouverte de moi-même, je pourrais trouver, pourquoi pas, des génies ou des talents du genre. Et donc, cette réflexivité m'amène en réalité vers une évolution des valeurs. Et je pense que chaque Béninois en réalité qui met ses pieds au palais de la Marina depuis le 20 février jusqu'au 22 mai va réellement vivre cette évolution de valeurs, et vous allez voir de plus en plus nos valeurs, nos vertus qui caractérisait autrefois la fierté et la culture, parce qu'il faut le dire, le Bénin aussi a une grande civilisation. On parle de l'Égypte en Afrique, mais le Bénin aussi a une très grande civilisation de manière culturelle. Quand on parle du vaudou, on ne parle pas que de l'aspect culturel, on ne parle pas que de l'aspect spirituel, on parle aussi des valeurs, des comportements, des modèles normatifs qui, franchement, faisaient la fierté, en fait, du peuple dahomey.
Et puis, il y a autour de cette exposition-là une petite économie, on va pouvoir l'appeler ainsi, qui s'est installée, d'accord? Il y a ces écoles qui viennent de partout du Bénin pour venir voir ces biens culturels, venir visiter ces trésors royaux. Lorsque vous voyez un peu le modèle, on va louer des bus, on va faire dans le rafraîchissement pour les apprenants. Il y en a même qui collectionnent, qui font des t-shirts sur lesquels sont inscrits évidemment le but, l'objectif de cette sortie pédagogique. Donc tout ceci, d'accord, conditionné, ou du moins va dans le sens, bien évidemment, de cette exposition. Donc c'est une forme d'économie qui s'installe déjà autour. Bien sûr, effectivement, et les acteurs qui sont déjà autour d'une telle organisation en bénéficient. Vous avez déjà commencé par en parler. Il s'agit de ces bus, il s'agit de ces chauffeurs, il s'agit aussi des lieux de restauration. Le week-end passé, quand on était sorti, j'ai fait un petit tour, j'ai vu que tout ce qu'il y avait comme restaurant et maquis autour du palais de la Marina était presque rempli. Et quand vous allez derrière, vous visitez un peu les plages qu'il y a derrière, il y a eu du monde. Donc, cela veut dire que les entreprises et acteurs directement ou indirectement concernés par cette exposition gagnent aussi réellement dans cette affaire et ne voudront pas que l'exposition finisse vite. Et donc, c'est tellement intéressant. Ça va permettre aussi, et je pense que ça permet déjà aussi à ces gens-là de souffler. Même certains... des fois, vous savez, il y a certains citoyens qui ne veulent pas garer devant, par exemple, là où la présidence a aménagé les gares de vélo, et gare ailleurs. Ces gares de vélo-là bénéficient aussi des 100 francs ou des 200 que chaque citoyen, en réalité, vient donner. Et donc, c'est une belle opportunité d'affaires pour eux. Ils ont eu cette chance-là et voilà, ils en profitent à fond, surtout que le monde connaît aujourd'hui une certaine difficulté économique dans chaque pays. Et puis il y a ces expatriés aussi qui viennent regarder, j'en ai rencontré plusieurs qui sont venus spécialement pour visiter les biens culturels. Oui, effectivement, comme j'en parlais, le Dahomey, le Bénin, est une très grande civilisation. On entendait déjà parler de nous depuis très longtemps. Et donc, ce n'est pas un hasard qu'on ait eu la visite de certaines personnalités. Je vais parler, par exemple, de Samuel Eto'o, je vais parler, par exemple, de Ségolène Royal, qui ont fait le tour parce que ils savent, comme je le disais pour l'Égypte, que le Bénin est aussi une grande civilisation. Ils viennent en réalité à la source pour connaître davantage ce pays et c'est dans tout notre intérêt, c'est à l'actif en réalité du Bénin. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le constatez, la Chine, les autres pays qui ont atteint un certain développement très élevé, se sont basés en réalité sur leurs valeurs culturelles. Quand vous vous rappelez un peu de l'époque de Mao Zedong, de l'époque de tels grands hommes qui ont réellement boosté l'économie et le développement dans leur société, vous voyez que ce sont des gens qui se sont d'abord attachés à leur culture. Mais comment est-ce que vous pouvez faire développer votre pays si vous ne connaissez pas dans les détails les valeurs en réalité qui sont transmises dans cette culture? Et donc, les autres personnalités qui viennent dans notre pays viennent d'abord pour visiter ces œuvres, viennent d'abord pour connaître l'histoire et viennent aussi pour voir un peu quelles sont nos valeurs. Parce que vous savez, ce qui est bon ailleurs peut toutefois être utilisé. Et donc, dans ce monde de globalisation, on s'intéresse aussi à d'autres civilisations qui sont bonnes pour pouvoir aussi prendre ce qui est bon, ce qui est meilleur. Après, est-ce qu'on peut dire aussi que cet engouement noté est tributaire à la gratuité de l'exposition? Est-ce que si l'exposition temporaire se termine le 22 mai prochain et que les œuvres sont acheminées vers la maison du gouverneur dans le tout nouveau musée international de la mémoire et de l'esclavage, et que l'exposition devient payante, d'accord? Est-ce qu'on aura tout autant de monde, vous le pensez? Oui, je pense qu'on aura toujours du monde. Ça dépend de la valeur de ce qui sera payé. Bon, si c'est trop élevé, ça va agir sur l'affluence. Mais même si c'est payant, dans une marge quand même acceptable, en tout cas dans une marge payable par les populations, je pense qu'il y aura toujours du monde parce que des gens ont quitté le nord, des gens ont quitté très loin, malgré en fait la distance, malgré qu'il faut payer presque 10 000 francs
pour venir et payer presque 10 000 francs pour repartir, parfois rester manger, parfois passer des nuits et autres. Donc je pense que ça ne va pas diminuer en réalité l'affluence. Et l'affluence que nous avons, on parle de plus de 60 000 personnes. Il faut faire un petit calcul pour supposer que le palais de la Marina ouvre, d'accord, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quand vous faites le calcul par rapport au nombre de 20 heures par semaine, et 140 heures, je pense, depuis le 20 février. Quand vous faites le calcul, vous retrouvez en fait, c'est plus de 60 000 visiteurs en 6 jours en réalité. Donc c'est comme si la présidence ouvrait ses portes du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, c'est comme si nous n'avons même pas encore fait une semaine que nous avons eu plus de 60 000 visiteurs. Donc ça fait un ratio en réalité de au moins 10 000 visiteurs par jour. Donc c'est un chiffre en réalité à ne pas négliger. Et je pense que ce n'est pas que lié à l'aspect financier, c'est d'abord lié à l'aspect culturel. Parce qu'on voit beaucoup de choses et puis il y a beaucoup de personnalités culturelles, de familles aujourd'hui qui désirent un certain retour. Et donc il y a cet aspect. Il y a aussi l'aspect du lieu, l'aspect de la présidence. Ah oui, il faut le dire. La présidence qui incarne... qui a été considérée comme un mythe, voilà. Et donc, beaucoup y vont pour aller découvrir. Et n'oubliez pas que le chef de l'État actuel avait réellement travaillé pour redorer le blason de la présidence. Et donc, tout ça là qui avait été vu à la télé a suscité l'intérêt aussi, d'une manière ou d'une autre, de certains citoyens qui veulent aller découvrir le goût, en réalité, du chef de l'État et qui vont réellement en masse, même si c'était payant. Je pense que le monde serait toujours... Il n'y aurait pas en réalité une différence si et seulement si ce qui doit être payé reste quand même dans la norme payable par, du raisonnable. Voilà, par nos citoyens. Et puis cette exposition, il faut le dire, est en cours jusqu'au 22 mai prochain. Donc on va pouvoir découvrir ces biens culturels du côté du palais de la Marina. On va demander aux gens de continuer par y aller. Oui, on va demander aux gens de continuer à y aller et d'y aller massivement, réellement massivement, parce que c'est important pour notre culture, pour nos enfants, et demander aussi à certains usagers qui y vont d'être vraiment courtois, parce que la fois passée, on a entendu quelques propos qui ont frisé le racisme de certaines personnes. Et donc, il faudrait que dans une ambiance de convivialité, tous les citoyens et tous les étrangers qui viennent fassent preuve en réalité de bienséance, fassent preuve de politesse envers les uns et les autres. Mais j'appelle encore à nouveau toute la population. Pour ceux qui ne sont pas encore partis, il faut vous y rendre pour pouvoir vous reconnecter à votre culture. Vous allez voir, ça va changer énormément de choses en vous. Vous allez remarquer, constater un environnement spécial, particulier, différent de ce que vous voyez en réalité à la télé. C'est tout à fait merveilleux. Et tant que vous n'êtes pas encore y allé, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Comme ces personnes qui n'ont jamais su que justement cette pièce-là était une pièce un tout petit peu sombre. Quand on voit la télé, comme vous le voyez là sur les images, on a l'impression qu'il y a de la lumière partout. Exactement. Alors qu'à l'intérieur, c'est une toute autre réalité. Bien sûr, exactement. C'est une toute autre réalité. Et il faut nécessairement aller, il faut s'y rendre pour le remarquer. C'est formidable parce que la première fois je l'ai vu aussi, je m'étais dit qu'il y avait de la lumière dans la salle. Mais quand j'y suis allé pour la première fois, je me suis dit, ah bon, mais comment est-ce que ça se fait? Que c'est sombre. En tout cas, tout ça, c'est le génie. C'est le génie béninois qui permet déjà, vous aussi, dans l'exercice de vos métiers, de faire en sorte qu'on ne remarque même pas que la salle soit obscure juste pour protéger en réalité l'équilibre, pour protéger ces œuvres-là. Parce qu'on le rappelle, ces œuvres ont traversé quand même plus d'un siècle et ils n'ont pas encore fini de traverser parce que maintenant que ces œuvres sont là, il y aura toute une histoire, tout un système éducatif qui sera construit autour. Et pour les thèses de doctorat à l'université, pour les mémoires de master et licence, il y aura tout un ensemble de sujets de recherche qui seront proposés dans ce sens-là pour encore et davantage booster, valoriser notre culture et la révéler au reste du monde. Et puis il y a ces jeunes pousses qu'on voit partout
curieux et admiratif de ces œuvres, de pouvoir également, évidemment, découvrir l'histoire qui se cache derrière. Lorsque vous les voyez dans les travées donc, du palais, de la salle du peuple, ils sont tout attentionnés et lors des ateliers de dessin, de peinture aussi, ils sont franchement très enthousiastes. Ah oui, ils sont très intéressés. Et déjà, nous avons la chance de voir une génération très intelligente. Parce que ceux qui sont en train de venir, quand vous les voyez déjà, l'attention qu'ils accordent aux explications, quand vous voyez la manière dont ils s'appliquent en réalité pour faire ces dessins et autres, ça réjouit. Ça prouve que en réalité, les choses sont en train de prendre. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place un système pour favoriser l'innovation scientifique. Et je pense que ces enfants-là, qui constituent cette génération à venir, qui commence déjà par s'intéresser à une œuvre de créativité, à une œuvre culturelle, vont réellement bénéficier de ce système-là qui est en train d'être créé pour que demain, le Bénin soit aussi parmi les pays les plus innovants. Et on l'a déjà vu, nous avons assez de talents, assez de génie, et donc on doit se faire aussi compter parmi les plus grands pays de création, d'innovation. Et donc, je pense que l'espoir est permis avec cette nouvelle génération très intéressée. Merci beaucoup à vous, mon cher Claude Azalou Tingbe. Plaisir partagé. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin et partager avec nous, bien sûr, votre lecture de cette affluence qui ne cesse qu'on ne cesse d'observer évidemment au palais de la Marina pour le compte de cette exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin, la suite est avec Jean-Claude James pour le bulletin d'information. Ce sera dans un peu moins de 2 minutes. « 5 sur 7 matin, le bulletin d'information avec Jean-Claude James. Bonjour, JC. Bonjour, Herman. Bonjour à mes téléspectateurs. Et on prend la direction de la cité de Koubourou pour faire le constat de cet accident de circulation survenu il y a quelques jours, un mort, des blessés et des dégâts matériels. Absolument, en cause une course-poursuite entre douaniers et contrebandiers ce dimanche 10 avril à l'entrée de la cité de Koubourou, Parakou. L'accident est constaté au quartier Okedama de Parakou. Plus de détails dans ce reportage signé Ronald Robinson. Un mort, des blessés et des dégâts matériels, c'est le bilan d'une course-poursuite des agents de la douane contre des contrebandiers qui a eu lieu en mi-journée de ce 10 avril au quartier Okedama de Parakou. Le véhicule qui a fait tonneau a quitté Tchaourou. Il a chargé des sucreries. Et puis le véhicule de douanier le pourchassait. Donc ils sont allés faire le carrefour Hubert Maga. Le véhicule de douanier a commencé par les serrer jusqu'à... Ils sont rentrés dans le décor, ils sont 3 dedans. Là, une femme, il y a un mort. La femme n'a rien, mais certainement elle aura un problème. Le chauffeur a pris fuite. Excédés, les riverains sur le terrain avaient bloqué le trafic pour manifester leur indignation contre le comportement des éléments de la douane qui, selon eux, créent plus de dommages. Ça s'est passé aussi dans ma vente, ça ne fait même pas 4 jours. C'est comme ça, les douaniers ont chassé un véhicule qui transportait l'essence à toute allure. Jusqu'à les véhicules venus brûler. Ils ont dit que ce n'est pas le véhicule de la douane. Aujourd'hui, maintenant, voici qu'ils ont pourchassé un véhicule. Jusqu'à les venir, qu'on n'est pas derrière. Les personnes qu'on est là avec les plaques. Si c'est une solution, ils vont chercher barrer le goudron pour arrêter les gens qui transportent des choses comme ça. C'est une bonne chose. Si même il a refusé, mais vous le laissez. Mais il a refusé de s'arrêter. Maintenant, vous avez un homme qui est mort, qui a laissé sa famille, ses enfants. On sait que la chose qu'il a faite n'est pas bonne. Mais cherchez aussi un moyen pour l'arrêter. Le véhicule n'a pas de plaque. Grâce à la promptitude de l'intervention des éléments du commissariat du 1er arrondissement de Parakou et des autorités locales, la situation s'est calmée. À nos autorités, je voudrais leur dire vraiment d'appeler les douaniers et leur parler. La réaction des populations face à cet énième accident appelle à un changement de tactique pour éviter à l'avenir l'enregistrement de pertes en vies humaines. Et suite à ce regrettable incident, le directeur régional des douanes du Borgou
et de la Liborie était face à la presse lundi dernier pour expliquer les faits et sensibiliser les populations. Selon Francis Kotoguien, la brigade des douanes de Parakou avait été alertée de la situation de fraude au niveau de 2 véhicules en provenance de Tchaourou. L'un a obtempéré aux injonctions des agents de la douane et l'autre n'entendait pas s'arrêter, d'où la course-poursuite qui s'est soldée par la mort d'un des passagers du véhicule en situation de fraude. Suivez ici la réaction du directeur départemental de la douane. Il est au micro de Ronald Robinson. Malheureusement, le véhicule de la douane a amorcé un dépassement, mais le taximan a dû les coincer de son côté gauche et il a percuté le véhicule de la douane, ce qui a occasionné plutôt le renversement du taximan. Il y avait 3 personnes à bord, le chauffeur, une dame et un autre qui était derrière. Et c'est celui de derrière, malheureusement, qui est décédé sur le champ. Le chauffeur, il va bien, sinon il ne peut pas tenter de s'enfuir. La dame est saine et sauve. Le directeur général des douanes, M. Nkati Alain, au nom de l'administration des douanes béninoises, déplore ce qui s'est passé et profite pour présenter à la famille du décédé les condoléances de l'administration des douanes béninoises tout entière. Le dossier est actuellement au niveau du tribunal déjà. Nous pensons que les responsabilités seront situées et nous travaillons déjà, d'ailleurs avant même l'incident, pour sensibiliser les agents des douanes sur la nouvelle méthode. Parce que comme on le dit, aucun chargement ne peut être comparé à la vie humaine. C'est l'occasion de sensibiliser les usagers qui exposent leur vie et celle des autres, celle de la population, à cause parfois de rien du tout. Et on doit faire plus de patriotisme pour que les ressources de l'État aillent directement dans la caisse de l'État. La population doit nous aider. La douane n'est pas ennemie de la population. Bien au contraire, la douane est au service de la population. Si nous voulons des routes, nous voulons les centres de santé, des écoles, etc., ce n'est pas la poche d'un individu qui le fera. C'est effectivement les recettes mobilisées par les régies financières dont la douane. Cet événement, nous allons tout faire pour l'éviter à l'avenir en mettant plus d'intelligence pour le travail, en mettant plus d'humanisme dans ce qu'on fait. Le code de bonne conduite s'impose alors et bientôt le personnel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sera doté d'un code. Ce document retrace les directives à suivre et la conduite à tenir par les agents du dit ministère. Mais pour l'heure, il est sur la table des différentes parties prenantes et fait objet d'un atelier pour validation. Blaise Adam pour Françoise Nissou pour plus de détails. Après sa prévalidation le 5 avril dernier, le Code d'intégrité et de bonne conduite du personnel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique passe à une autre étape. L'étape de la validation par toutes les parties prenantes. Cette prévalidation a permis aux consultants de recueillir les différentes observations pour améliorer le document. La séance de ce jour vous permettra de vous assurer à l'issue des présentations que les différents amendements ont été pris en compte en vue d'une validation du document. L'élaboration du Code de bonne conduite s'est faite à travers le programme d'appui à la lutte contre l'impunité et au renforcement de l'état de droit en République du Bénin, entendez, PALIRED. Ce programme est mis en œuvre par Social Watch et Transparency International sur financement de l'Union européenne. Le présent code faisant appel aux performances et à la réputation du ministère, je ne doute point qu'il contribuera à l'usage efficient des ressources, à la saine gouvernance et à la conformité du mode de fonctionnement. Le mérite revient aux autorités qui ont su saisir toute opportunité d'accompagnement dans le chemin des réformes. Ces efforts, accomplis avec l'accompagnement d'un expert mis à disposition par le PALIRED. Le document qui sera validé au terme de l'atelier va servir de boussole pour le personnel civil du ministère de l'Intérieur. Passé cette étape, le code sera vulgarisé.
Toute autre chose à présent, l'eau, le liquide vital, doit couler dans tous les ménages au Bénin, surtout dans les zones reculées. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural est à la manœuvre avec la signature de 3 contrats d'affermage. Objectif du gouvernement, atteindre l'accès universel en eau potable avant 2030. Ghislain Bouguet, Daniel Ada. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural signe au nom du gouvernement béninois 3 contrats d'affermage et de travaux connexes pour la production et la distribution d'eau potable en milieu rural. La signature a eu lieu entre le directeur général de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et le directeur général de la société Omilaye. On a un service avec des tarifs qui sont très disparates. Je donne un cas. Vous avez des endroits du Bénin où l'eau potable en milieu rural, en mètre cube, se chiffre jusqu'à 2000 francs le mètre cube, alors qu'à certains endroits, vous les avez à 500 francs le mètre cube, à 400 francs le mètre cube. Donc, il était question de remettre de l'ordre et de mettre ces ouvrages dans un cadre contractuel très clair, avec des obligations de part et d'autre. La signature de ces contrats intervient après un appel d'offres international lancé en mai 2019. Elle marque la concrétisation d'une nouvelle approche de développement et de gestion des infrastructures d'accès à l'eau potable en milieu rural. Le but est de rationaliser l'intervention publique et améliorer du coup les performances opérationnelles d'un accès universel avant 2030. Le chef de l'État a positionné le secteur de l'eau à la première position des priorités de l'action de son gouvernement parce que, comme nous le savons tous, sans eau, il n'y a pas possibilité de vivre. L'eau, c'est donc la vie. Cette volonté du chef de l'État a été clairement traduite dans le programme d'action du gouvernement Bénin Révélé, engageant ainsi le gouvernement à réaliser l'accès universel à l'eau potable aux populations avant même l'échéance 2030 retenue par la communauté internationale. Les opérations ont à charge d'approvisionner en délégation de services les habitants des zones rurales du pays, soit une population estimée aujourd'hui à près de 9 millions de personnes. Les enjeux liés à la préservation de l'environnement, désormais dans le programme scolaire au premier cycle du secondaire. C'est un projet sur lequel travaille le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. À travers l'ABE, l'Agence béninoise pour l'environnement, il a entretenu les conseils pédagogiques sur les curricula élaborés à cet effet. La rencontre de 2 jours a démarré lundi à Boïcon. Roland Tchanka, Capo. Ils sont enseignants dans des disciplines telles que la production animale, la production végétale, la nutrition et technologie alimentaire, les bâtiments, le froid et la climatisation. Dans les situations d'apprentissage, ils devront désormais laisser une place à l'environnement. Le Bénin, comme vous le savez sûrement, à l'instar du monde entier, s'est engagé dans un processus dont la finalité est de poser les bases du développement durable à travers une bonne gestion de son environnement. En 2000, l'Agence béninoise pour l'environnement a élaboré des fiches pédagogiques à l'usage des enseignants des 6 différents cours de l'enseignement primaire. Des années plus tard, un état des lieux sommaire a révélé un vide au niveau secondaire. Donc c'est pour combler ce vide que nous nous sommes engagés à l'agence à faire élaborer à l'usage des enseignants des curricula en collaboration avec les structures techniques du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. S'appuyer sur les acteurs de l'éducation pour insuffler un changement de comportement. L'angle est bien trouvé. C'est une formation qui est devenue pratiquement obligatoire parce que de par nos activités, les hommes que nous sommes, nous dégradons au jour le jour l'environnement. Donc dès l'école, nous permettons aux apprenants d'acquérir les bonnes pratiques et une fois dans leur communauté, ils vont pouvoir transmettre cela à leurs parents, à des amis, aux différents villages. La deuxième session de la formation est prévue pour se dérouler les 14 et 15 avril 2022 à Natitengu. On reste dans le secteur de l'éducation pour parler du coaching, une nouvelle trouvaille pour amener les apprenants à prendre plus au sérieux leurs études, mais surtout à mieux s'affirmer. Aux commandes, Crépine Ganaro Amoussou, présidente de l'ONG Gameya, Ezekiel Diako et Benjamin Denagnon nous disent davantage sur comment tout cela va se passer. On les écoute.
Ces élèves apprennent à mieux se concentrer en situation de classe, renforcer l'estime de soi et mieux s'affirmer. Comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage et gestion des comportements. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents, mais ils ne croient pas en eux-mêmes. Et quand on analyse un peu les raisons de ces comportements, je pourrais dire, ou bien de cet état, voilà, de l'enfant, on comprend que ça dépend aussi de l'éducation de base. Il faut quand même ces actions de coaching-là pour lui prouver le contraire, l'accompagner et lui démontrer qu'il est beaucoup plus capable. Et pour y arriver, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Il y a l'écoute emphatique. Il faut pouvoir comprendre l'enfant, savoir ce qu'il vit, se mettre à sa place afin de pouvoir réfléchir sur comment l'aider à sortir de cet état-là. La communication avec le jeu pour montrer à l'enfant ce qu'on ressent soi-même quand il se comporte comme ça. Méthodologie ancrée dans le comportement de ces élèves qui désormais vont impacter leurs camarades. Il faut avoir des comportements précis qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Pour mes études, il faut que je dois être bien assidu en classe, refaire mes exercices, apprendre mes cours, reprendre les devoirs faits en classe. Ces méthodes vont me permettre de monter plus haut et je pense que j'aurai mon bac. Déjà bien aguerris par ce coaching, ces apprenants entendent s'y mettre à fond pour accroître leurs chances de réussite en toute situation. Un mot de la LEI dans cette édition. Encore quelques jours seulement et ce sera fini pour les travaux de correction engagés par l'ANIP en prélude à l'élaboration de la liste électorale informatisée pour faire prendre la mesure de l'enjeu aux populations. Patrice Alakpato va à la rencontre des femmes des marchés de Cotonou. À l'étape de Wenoussou, plusieurs préoccupations sont enregistrés, notamment un report du délai. Marcel Arossi, Patrick Nimavon. Il faudrait que vous ayez d'identité. C'est une adresse aux femmes des marchés. Depuis quelques jours, ce membre du parti Union progressiste s'est donné cette mission de sensibilisation dans le cadre des opérations en vue de l'élaboration de la liste électorale informatisée. Se faire enrôler au RAVIP est encore plus important pour vous, chères dames, parce qu'en son temps, si tu n'as pas de pièce d'identité, tu n'auras pas de place dans le marché. Déjà plusieurs quartiers de Cotonou parcourus, des explications, puis des questions et réponses à chaque étape comme celle-ci. Moi, par exemple, mon numéro de téléphone a été mal inscrit sur ma carte. Comment faire pour corriger cela? Je souhaite d'ailleurs que le délai accordé soit repoussé légèrement. Le délai donné est trop court. Ça passe très vite. Nous implorons l'indulgence des autorités. Une prolongation nous arrangerait. S'il se faut entendre, la date d'achèvement des opérations pourrait être reportée. Après l'atelier d'élaboration des curricula de formation pour le projet Jeunes officiels à Grand Popo, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire a lancé ce mardi au CEG Saint-Hérita la formation des jeunes officiels pour les coachs, les secouristes, les reporters sportifs, les arbitres de foot et de basketball en herbe. Reportage. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire a amélioré et harmonisé les curricula de formation en coaching, en secourisme, en arbitrage, au basket et dans le reportage sportif. Cette année 2022 est considérée comme un nouveau départ pour la formation des jeunes talents. Il faut que nous construisions aujourd'hui l'avenir de demain. Et c'est pourquoi la cible privilégiée que nous avons identifiée pour nous permettre de construire le sport de demain, c'est la cible des jeunes. C'est la cible des jeunes de nos établissements scolaires. Et je voudrais leur dire qu'ils sont privilégiés. Ces formations sont une véritable opportunité pour l'initiation à ces 5 métiers. Je voudrais vous inviter à l'assiduité, à écouter et à suivre minutieusement ce que les instructeurs vont vous dire.
Parce qu'à la fin, il y aura une évaluation. C'est ceux qui vont sortir de cette évaluation qui iront à la deuxième étape et ainsi de suite. Et nous ferons de sorte que l'objectif commence déjà par être atteint dès maintenant. L'envie de devenir reporter sportif est manifeste. J'ai choisi de faire cette formation parce que j'aimerais bien devenir journaliste sportif et j'aimerais bien décrire des joueurs. J'ai décidé de faire cette formation parce que j'ai vu que ça peut servir. La formation des jeunes officiels prend fin ce samedi. Voilà, c'est avec cet élément des journalistes en herbe que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et merci également à vous, Jean-Claude James, pour le service. Durant toute cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, on se retrouve la semaine prochaine, mais déjà, on va souhaiter bon mois de Ramadan, bon mois de jeûne à la communauté musulmane et également bonne fête pascale par anticipation à la communauté chrétienne. Merci beaucoup. Ils vous ont entendu, tous ces téléspectateurs qui ont reçu votre message. 5 sur 7 matin, la suite, c'est le forum de discussion, le débat matinal que nous allons retrouver juste après une pause pour suivre, évidemment, publicité, avis et communiqués éventuels. Bienvenue au forum de discussion. Le Bénin, encore endeuillé par une attaque terroriste dans le parc Pendiari. Cette fois-ci, 5 militaires tués, plusieurs blessés après l'explosion d'une mine artisanale dans cette partie du pays où le gouvernement a investi beaucoup de devises pour restaurer et moderniser le parc afin d'attirer les touristes. Peut-on dire que le projet aura désormais du plomb dans l'aile à cause de ces vendeurs de la mort et fauteurs de troubles qui mettent à mal la quiétude de toute une région? Décryptage à suivre. Pendant ce temps, à Cotonou, au palais de la Marina, le chef de l'État, Patrice Talon, va recevoir les syndicalistes le 26 avril prochain. Au menu, la question de la valorisation des salaires des fonctionnaires. Le chef de l'État est-il dans une démarche pédagogique? Question et puis clin d'œil à l'actualité internationale. On se dirigera vers une destination exotique, mais toujours sur le continent africain, le Soudan, pays d'Afrique du Nord, au bord de l'effondrement 3 ans après la chute d'Omar El-Béchir. C'était le 11 avril 2019. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Politiquement, le pays n'a pas de gouvernement. Économiquement, la devise soudanaise est en chute libre, elle a perdu un quart de sa valeur. L'inflation est officiellement de 260% selon le programme alimentaire mondial et 4 millions de Soudanais sur les 11 millions que compte le pays souffrent de famine aiguë. Soudan, une révolution pour rien finalement. On s'y intéresse. En plateau avec moi, Casimir Pidior. Bonjour Casimir. Bonjour Herman, bonjour chers téléspectateurs. Journaliste, analyste économique. Juste à côté de lui, Servan Aouyon, responsable bureau de l'agence Ecofin. Bonjour Servan. Bonjour Herman. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. En face de vous ce matin, Moïse Dossoumou, directeur de publication du quotidien Fraternité. Bonjour Moïse. Bonjour Herman, bonjour madame, monsieur. Un plaisir de vous avoir, vous également, sur ce plateau pour décrypter, débattre de toutes ces questions. Et justement, le premier sujet dont nous allons parler ce matin, c'est cette nouvelle attaque terroriste à la Pendiari. Moïse Dossoumou, comme tous les Béninois, vous avez suivi cette actualité. 5 morts, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, surtout quand ce sont des militaires qui sont chargés de défendre l'intégrité du territoire, qui sont en train de partir de cette manière-là. Ce n'est pas très intéressant, c'est très douloureux pour leur famille. Quel que soit ce que l'État fera pour venir en soutien à toutes ces personnes que ces militaires avaient en charge, ça ne va jamais remplacer l'être aimé qui est parti dans ces conditions-là. C'est vraiment regrettable. On avait cru qu'il y avait une certaine accalmie, on espérait que ça allait durer, mais malheureusement, ce n'était qu'un fait de paille. Il faut espérer que les solutions militaires mises en place dans le septentrion à l'heure actuelle puissent faire leur effet sur une longue durée. Même si ce n'est pas très évident parce que les personnes que ces militaires ont en face et qui veulent en découdre avec eux, justement, n'utilisent pas les mêmes méthodes. Ce sont des personnes qu'on ne connaît pas forcément, ce sont des personnes a priori inoffensives qui sont même dans les communautés, qui vont et qui viennent comme tout le monde, qu'on ne suspecte pas forcément. Donc ce sont ces gens-là justement qui commettent ces genres d'actes-là. Donc il faut vraiment espérer qu'au-delà des solutions militaires, qu'il y ait peut-être des solutions endogènes, qu'il y ait peut-être des méthodes, mais des stratégies qui permettent de les identifier
avant justement la commission de ces forfaits-là. Sinon, je crains qu'on soit parti pour une longue série lugubre. Et je veux vraiment croire qu'on viendra forcément tôt ou tard à bout justement de cette guerre qui ne dit pas son nom. Alors, Casimir Pédior, on ne va pas paraître pyromane, mais c'est une certitude. Le Bénin commence par avoir mal dans son nord. Bien sûr, son nord en termes donc, de rentabilité touristique, son nord en termes de la quiétude de la population, ça commence par inquiéter du côté donc, du septentrion notamment, au niveau donc, de la région frontalière avec le Burkina Faso. Le Burkina Faso, qui est le premier pays le plus craint de l'espace économique de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, selon donc le classement des pays de cette union-là, touchés donc par le terrorisme en 2022. Donc vous comprenez que c'est un effet de contagion malheureusement qui a atteint donc les pays limitrophes, donc comme le Bénin, comme le Niger. Le Niger qui se situe donc, qui est le troisième pays menacé donc par le terrorisme au niveau donc de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais on garde toujours espoir parce que selon toujours ce classement, le Bénin est un peu loin donc des inquiétudes économiques, des inquiétudes donc d'une destination dangereuse en termes donc de tourisme. Le Bénin qui certainement pourra apporter une solution adéquate à ce qui convient désormais d'appeler donc le couloir de la mort en termes touristiques au niveau donc du pays. Jusqu'à présent, en dehors de quelques 1 ou 2 cas, je crois, où des civils ont fait donc les frais de cette situation. Je crois que pour le moment, c'est des militaires et il va falloir véritablement comprendre le mode de fonctionnement déjà donc de ces messieurs-là qui bombardent, qui donc opèrent ces actes d'une certaine époque, si j'ose parler ainsi. Donc il va falloir véritablement, au-delà de la solution militaire, comme il a dit Dossoumu, il va falloir étudier le mécanisme de fonctionnement donc de ces messieurs-là. Pourquoi pas pour anticiper désormais sur les crises, sur donc ces frappes-là, pour véritablement comprendre. Pourquoi ne pas donc demander l'expertise des pays, enfin, j'ai pas envie de dire champions en termes donc de lutte contre ce phénomène-là, mais pourquoi ne pas demander l'expertise des pays qui ont déjà connu plusieurs années donc de terrorisme, des pays comme la France, pourquoi pas, pour véritablement comprendre le mécanisme et anticiper, comme je le disais tantôt. Alors, Servan Aouillon, aujourd'hui, c'est clair, c'est indéniable au regard du modus operandi, du mode opératoire. Donc, c'est une attaque terroriste, on n'a pas à s'en douter. Oui, c'est une attaque terroriste, mais je pense qu'il faut quand même essayer de relativiser. La Pendjari fait partie du complexe W, qui est situé entre les territoires du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Connaissant la situation du Niger et du Burkina Faso en termes du terrorisme, c'était évident, vu la situation, la localisation géographique du parc, qu'il allait se poser un problème de ce genre. Parce qu'il faut savoir, pour avoir discuté avec des personnes qui travaillent à l'intérieur du parc, qu'il n'y a pas vraiment de cloison entre les parties burkinabais, nigériennes et béninoises. Ce qui fait que c'était déjà assez compliqué de contrôler les braconniers à l'intérieur du parc. Donc c'était un terrain évidemment fertile pour que les terroristes sur place puissent s'y installer. Ce que je savais, même s'il n'y avait pas trop de communication sur le sujet à la base, c'était que une partie des terroristes installés sévissaient en fait au Burkina et fuyaient la répression de l'armée régulière burkinabé. Donc c'est un peu comme ça qu'ils se sont rapprochés des positions béninoises à l'origine il y a quelques années. Maintenant, de là à dire que on a un gros problème de terrorisme au Bénin, je pense que c'est assez vite parti. La situation du parc W, le complexe W, non complet de la Pendjari, fait en fait qu'on ne pouvait s'attendre qu'à ce genre de choses à l'intérieur du parc parce qu'on n'aura pas uniquement à faire, je ne vais même pas dire, je ne suis pas sûr, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je ne suis pas sûr que c'est le Bénin en soi qui est ciblé. Je pense qu'il y a juste des terroristes qui essaient de fuir la répression du côté du Burkina et du Niger et qui se retrouvent naturellement rabattus un peu plus vers les positions béninoises. Qu'est-ce qui explique alors cette attaque? Parce que c'est une mine artisanale qui a explosé. Qu'est-ce qui explique alors cette attaque si ce n'est pas le Bénin qui est visé?
Bon, jusque-là, je ne peux pas donner de détails parce que je n'ai pas d'informations officielles sur le sujet. Mais il faut savoir que je pense que ce n'est pas la première fois qu'une mine est découverte dans ces zones. C'est-à-dire que pour protéger leur position, quand ils se cachent dans le parc, souvent ils balisent le terrain. Avec ce qui m'étonne un peu, c'est que je sais qu'en collaboration avec des pays dont je ne vais pas citer le nom, il y a moyen, le Bénin arrivait à détecter les positions de ces personnes et arrivait quand même à déminer les terrains et à contrôler la situation. Je ne sais pas ce qu'il en est de ces collaborations avec ces pays développés là sur le parc, mais bon, il faut reconnaître que ça, je suis aussi un peu étonné par l'attaque parce que je sais que jusque-là, l'armée béninoise arrivait à gérer la situation en collaboration notamment avec des armées étrangères. Mais je suis quand même assez nuancé par rapport au fait de dire que si c'est uniquement au niveau du parc W, je pense que c'est un peu trop tôt pour dire que les terroristes commencent à cibler le Bénin. Je pense, de mon point de vue, hein, ça peut ne pas être vrai, mais je pense que les terroristes en question sont plutôt chassés de leur position beaucoup plus proche du Niger et du Burkina à cause d'une répression très accrue sur ces deux territoires et sont de plus en plus rabattus vers les positions béninoises. Alors Moïse de Soumou, on sait que le gouvernement a investi beaucoup d'argent dans le parc, en l'occurrence avec African Parks, qui a modernisé complètement, qui a, on va dire ici, donné un nouveau visage, un nouvel aspect à cette attraction touristique de notre pays. Et justement, qu'on commence par enregistrer, c'est vrai qu'il est vrai que c'est une première attaque, il n'en demeure pas moins que cela reste une attaque sanglante qui a fait 5 morts. Et donc, on commence par enregistrer des attaques dans le parc, alors qu'on sait qu'on veut en faire un pilier touristique. Est-ce qu'on peut dire que ce chemin-là commence par être dangereux? C'est une évidence, on ne peut pas ne pas le dire. Et encore que ce n'est pas la première attaque dans le parc. Souvenez-vous oui, mais quand moi je prends les deux parcs ensemble, ça a commencé il y a au moins 2 ans. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Et des militaires morts sous l'explosion des mines, ce n'est pas la première fois non plus dans cette zone-là. Et des militaires attaqués également de manière frontale, ce n'est pas non plus la première fois. Donc contrairement à mon prédécesseur, moi je pense que le Bénin est bel et bien attaqué. Parce que même si les terroristes en question fuient d'autres territoires pour se réfugier ici, du moment où en face, ils ont une riposte militaire, forcément le Bénin devient leur cible, ça va de soi. Tant qu'ils ne peuvent pas s'épanouir ici, pour mener leurs activités sereinement, aller peut-être frapper ailleurs, tant qu'on les empêche de s'établir ici de manière sereine, forcément le Bénin devient également une cible pour ces personnes-là. Et n'oublions pas que nous sommes plus ou moins cernés par 2 pays fortement touchés. Il y a le Burkina Faso qui est dans le top 5 au plan mondial des pays attaqués par le terrorisme. Le top 5 veut dire le Burkina Faso. Et à côté, il y a le Grand Nigeria où Boko Haram sévit sérieusement. Donc c'est illusoire de croire que le Bénin, qui se trouve plus ou moins à côté de ces 2 pays-là, ne peut pas ne pas être inquiété. Pour moi, ce n'est pas évident. Ça ne peut pas être un havre de paix pour ces gens-là, qui vont nous prendre comme des enfants de cœur et venir juste s'établir chez nous, se réfugier chez nous sans frapper. Ce n'est pas très évident. Ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est de voir du sang couler. C'est de faire régner la terreur. Et tant qu'ils ont une petite occasion quelque part, ils ne ratent pas. Ils n'ont pas de cible privilégiée, mais de cible off. Pour eux, partout on peut frapper, ces gens-là frappent. C'est comme ça se passe. Et pour revenir à votre question, ça va de soi, parce que de plus en plus, les gens sont réticents à aller justement vers nos parcs, rien qu'à cause de cette affaire-là. On ne va pas débourser un peu de sous qu'on a mis de côté pour s'amuser et aller rencontrer la mort, ce n'est pas possible. Même ceux qui choisissent de prendre le risque savent ce à quoi ils s'exposent quand ils y vont quand même. C'est vrai que la présence militaire rassure dans cette zone. C'est vrai que le parc communique abondamment pour dire qu'il n'y a pas de risque en tant que tel. Mais néanmoins, quand malgré tout ça, vous décidez d'y aller quand même, vous n'êtes pas tout à fait serein, parce qu'à tout moment, ça peut se passer. Le risque zéro n'existe pas justement en cette matière-là, parce qu'on n'a pas des gens, disons, je ne dirais pas bien organisés, ils sont même très bien organisés. On n'a pas des personnes qui réfléchissent comme une armée. Et vous voyez que très, très rarement, ces gens attaquent de front l'armée, parce qu'ils savent qu'il n'y a rien à faire, ils vont perdre à ce coup. Donc ils ne les prennent pas surprise par des procédés. Donc c'est quand vous y attendez le moins que vous les voyez sur votre chemin. Donc forcément, ça porte un coup au tourisme,
Il faut vraiment espérer qu'au niveau de cet impact-là, que de plus en plus les technologies de pointe soient utilisées, non seulement pour détecter leur présence, mais aussi pour détecter les mines qui sont posées, parce que c'est là aussi le problème. Les mines ne sont pas là à découvert, elles sont camouflées quelque part. Et il faut pouvoir utiliser les technologies appropriées, encore que c'est des mines artisanales, donc c'est encore plus compliqué. Si ça avait été des mines modernes, c'est facile avec la technologie actuelle de pouvoir les détecter plutôt que de les enlever. Mais quand c'est artisanal, c'est 1000 fois plus compliqué. Donc il faut vraiment espérer que de plus en plus des stratégies soient trouvées, soient utilisées, non seulement pour détecter ces mines-là, mais aussi pour empêcher ces personnes de pénétrer dans le parc et de frapper. Parce qu'il n'y a rien à faire. Le tourisme chez nous, c'est des milliards chaque année. Et si on commence pas à perdre justement cette devise-là, on va devoir se tourner vers d'autres secteurs d'activité. On n'est pas sûr que très vite ça va porter justement pour équilibrer les pertes enregistrées de l'autre côté. Alors, Casimir Pédior, comment aujourd'hui convaincre, d'accord, les touristes, qu'ils soient nationaux ou étrangers, qu'aller vers le parc n'est pas, pour emprunter votre expression, emprunter le couloir de la mort? Non, je crois que c'est vrai qu'il y a des cas donc, de terrorisme au Bénin. C'est déjà de commencer par leur dire ça et que c'est vrai. Mais le Bénin n'est pas encore sur la liste orange, encore moins la liste rouge, donc des pays à ne pas fréquenter en termes de terrorisme. Selon donc le rapport, je l'ai dit tantôt, c'est un rapport donc sous ces Institute of Economy and Peace. Le Bénin a un faible taux de pénétration donc du terrorisme sur son sol. Donc ça n'inquiète pas encore, ça ne devrait pas inquiéter donc les agences de tourisme. Je crois que le Bénin garde encore cette trame-là de pouvoir sécuriser mieux ces sites touristiques. Et contrairement donc à mon vis-à-vis, à mon prédécesseur, moi je crois que la situation c'est vrai, c'est des cas déplorés, 5 décès, 2 décès, tout ça c'est à déplorer, mais on n'est pas encore à une situation pour alarmer donc la communauté internationale sur le cas Bénin. L'autre chose aussi qu'il faut ajouter à ça, c'est que le Bénin se bat en ce moment pour donc intégrer le cercle des pays qui déploient plus de moyens pour lutter contre le terrorisme. Vous avez vu la dernière fois, le chef de l'État donc était de l'autre côté donc de la Méditerranée pour aller négocier avec les partenaires techniques et financiers la possibilité donc d'intégrer ce cercle-là de lutte contre le terrorisme. C'est vrai, certains dirigeants politiques, dont je ne vais pas citer le nom, ont déconseillé donc cette stratégie, mais je crois que, comme le dit la stratégie dans l'armée, soldat unique, soldat mort. Si le Bénin doit donc aller sur ce terrain-là seul, si le Bénin doit donc mener cette lutte-là seul, je crois que nous allons laisser beaucoup de plumes, nous allons laisser beaucoup donc de citoyens donc dans cette crise-là. Donc il va falloir, pourquoi pas, intégrer de façon intelligente, parce que je le dis, la situation aujourd'hui au niveau de la sous-région, on ne sait pas encore exactement comment cela évolue en termes de lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il faut intégrer donc les forces Barkhane? Permettez que donc je commence par citer. Est-ce qu'il faut intégrer les forces Barkhane pour véritablement asseoir une politique des meilleurs? Parce qu'il y a quand même déjà une expérience en ce qui concerne donc la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il faut voir de l'autre côté ce que le Mali fait? Parce que n'oublions pas, le Mali est le deuxième sur la liste en termes donc de menaces terroristes. Et aujourd'hui, l'expérience du Mali peut faire également école. Je suis en train de citer, je ne dis pas forcément que c'est des méthodes à envisager, mais toujours est-il que le Bénin doit pouvoir s'entendre avec la sous-région, surtout le Burkina Faso, le Niger, et pourquoi pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est 4e au niveau de la sous-région en termes donc de menaces terroristes pour véritablement asseoir des stratégies. Et l'autre chose aussi, il ne faut pas oublier, la lutte contre le terrorisme, c'est beaucoup de milliards. Est-ce que nous avons aujourd'hui les moyens? Est-ce que nous avons la capacité aujourd'hui d'envoyer des drones pour donc squatter ces espaces-là? Est-ce que véritablement le Bénin pourra faire une surveillance aérienne des meilleurs pour pouvoir donc dénicher ces messieurs-là dans leur tréfonds? Il l'a dit tantôt, c'est des méthodes un peu archaïques, des méthodes artisanales qui ne sont forcément pas perceptibles par les moyens donc modernes. Donc il va falloir aussi miser sur cet aspect de la chose. Je crois que la stratégie aussi locale
parce que lorsque la stratégie est aussi archaïque, il ne faut pas aller par les moyens modernes. Il va falloir aussi compter avec les populations. Pourquoi pas avec les communes pour véritablement savoir comment est-ce que ces messieurs fonctionnent et où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent, parce que c'est ça aussi, c'est vrai. On fait tôt de croire que c'est des messieurs qui veulent voir le sang couler, mais parfois ils ont des revendications, ils ont des plateformes revendicatives qui n'est forcément pas du goût des États. Donc tout ça, il faut joindre tous ces mécanismes-là pour garantir. On ne discute pas avec les terroristes, c'est connu. Bon, c'est les autres qui ont dit ça. C'est les autres qui ont dit ça. Lorsque vous savez au moins que c'est des gens qui sont dans la population, je ne dis pas forcément de discuter avec eux, mais il faut aller à leur rencontre. Il faut savoir comment ils fonctionnent. Il n'y a aucune loi divine qui dit de ne pas discuter avec ces messieurs. Si vous pouvez donc les dénicher et savoir exactement ce qu'ils veulent. Et pourquoi ne pas le... Enfin, moi je ne sais pas. Il faut pas rester dans son tour d'ivoire pour chaque fois dire on ne discute pas avec les terroristes alors que nous avons des pertes en vies humaines, alors que nous avons donc la menace sur le tourisme. Si c'est la méthode discussion qui pourra marcher, pourquoi ne pas l'envisager? Moi je ne voudrais pas qu'on s'enferme dans notre tour d'ivoire et rester là et dire on ne discute pas avec les terroristes. Alors Servan, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le parc va inspirer la crainte désormais, dès cet instant? Je ne vais pas dire que d'une manière absolue, le parc va inspirer la crainte, mais c'est vrai que les gens réfléchiront un peu plus avant d'y aller. Il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà eu une attaque similaire en 2019, je crois, voilà, bien plus couvert médiatiquement, qui avait même soulevé des réactions dans de nombreux médias internationaux. On a perdu notre compatriote. Le guide Fiacre Guidi. Exactement. Donc, effectivement, il y a un risque. Il ne faut pas oublier que les attaques terroristes ont fait perdre en 2019 justement environ 13 milliards à l'Afrique. Et ça, c'est près de la moitié, 49,2% de toutes les pertes causées par le terrorisme dans le monde. Et rien qu'en Afrique, on avait cumulé près de la moitié de toutes les pertes générées par le terrorisme dans le monde. Ce qui veut dire que ce genre d'attaque présente effectivement un risque économique, un risque pour le tourisme. Maintenant, je ne sais pas, on entre dans les discussions sur ce sujet touchent parfois au domaine privé de l'État, au domaine privé des armées. Donc, je ne peux pas vraiment entrer dans les détails, mais de ce que je sais, les autorités béninoises ont en place des stratégies pour lutter contre les terroristes. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une communication accrue sur le sujet qu'en fait, qu'ils ne déjouent pas des attaques tous les jours. Généralement, on informe, la presse est informée quand une attaque a fait des victimes et tout. Mais généralement, quand l'armée déjoue des attaques, il n'y a pas de communication dessus. Donc, je pense quand même qu'il faut essayer de garder son calme par rapport à la situation et voir comment ça va évoluer. C'est vrai qu'il y a un risque, mais je ne pense pas qu'on est encore à l'étape où on doit tous s'affoler par rapport au terrorisme au Bénin. Alors, Moïse Oussoumou, aujourd'hui, avec la situation sous-régionale, dans la sous-région ouest-africaine, où les forces françaises, Barkhane en l'occurrence, et Takuba, qui vont devoir plier bagages du Nord Mali, on recherche évidemment des bases éventuelles sur la côte. On parle du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire qui pourraient éventuellement accueillir des bases militaires. Est-ce que vous pensez que le Bénin devrait être candidat à une base militaire pour essayer, en collaboration peut-être avec des forces françaises, contrôler cette région-là? Bon, je n'ai pas l'expertise technique pour répondre vraiment à votre question. Mais ce que je sais, si je dois être dans une situation de conseiller, c'est d'abord de demander au Bénin s'il a reçu une telle offre, d'essayer d'évaluer déjà le travail abattu par ces forces en question dans les zones où elles étaient, ou desquelles elles ont été priées de plier bagages. Et si le Bénin estime, au vu de ce rapport-là, que l'intervention de ces forces-là a été favorable, a été efficace, il peut, dans la mesure du possible, leur réserver une place sur son territoire. Mais si au contraire c'est mitigé, bien que c'est négatif, libre à lui de rejeter l'offre. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut voir déjà si elles ont été efficaces là où elles sont, là où elles étaient, et se dire si avec notre situation actuelle,
Si elles peuvent être efficaces ici et nous sortir de ce pétrin-là, tant mieux on y va. Donc c'est aux dirigeants d'évaluer tout ça, de prendre leurs décisions. Mais pour l'instant, on n'a pas encore, depuis l'attaque du lundi dernier, personne n'a encore vraiment pris la parole pour peut-être expliquer, pour assurer. Les dirigeants du parc, on ne les entend pas forcément communiquer autour, rassurer la population qu'elles peuvent bien effectuer le déplacement sans crainte. Est-ce que ce n'est pas aussi laisser libre cours aux spéculations et à la psychose? Oui, d'une certaine manière, mais dans ces cas-là non plus, on ne communique pas à la va-vite non plus. Il faut d'abord attendre d'avoir certaines informations avant de venir se présenter à l'opinion pour les livrer. Donc je me dis que c'est peut-être ce travail qui se fait avant que ça ne devienne officiel. En tout cas, on va espérer que dans les tout prochains jours, on puisse comprendre encore plus ce qui s'est passé et que justement les autorités vont prendre la parole. La question, nous l'avons adressée à nos amis internautes également pour qu'ils puissent faire le débat avec nous depuis leur position, depuis leur salon ou leur bureau. Nous avons adressé la question aux téléspectateurs, aux internautes surtout. Le Bénin encore endeuillé par une attaque terroriste dans le parc de la Pendjari. Quelles peuvent être selon vous les conséquences sur le développement du tourisme? Voilà le message que nous avons laissé sur nos canaux digitaux. Stanislas Sousalin-Point, bonjour. Bonjour Herman Rodrigue Amengan, bonjour à chacun et à tous. Est-ce que vous avez pu recueillir quelques avis pour nous en ce qui concerne la question du jour? Oui, la question les préoccupe tellement qu'ils sont nombreux à réagir. Ils estiment que toute la chaîne du secteur touristique sera malade si le terrorisme devient récurrent dans un pays. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire en sorte que la chaîne de distribution de l'offre touristique ne soit pas malade. Et c'est ce que nous allons voir à travers les différents avis que vous avez minutieusement sélectionnés pour nous. Absolument, avec la première réaction qui nous vient de notre compte Twitter avec Maoudé qui dit la réponse est évidente, qui voudrait risquer sa vie en visitant des repères de terroristes. Et c'est à notre ami Chabi Dogi Tabe Yerekou de réagir en ces termes. Il aura la réticence des touristes, l'augmentation de la sauvagerie des animaux, la mort des encadreurs et l'insécurité des populations concernées. Jospin Joseph poursuit dans le même sens. La sécurité est la première garantie qu'un pays peut donner à un touriste. Sans ça, nous pouvons avoir les meilleurs sites touristiques du moment, mais le secteur ne se développera pas. Emmanuel Kofi a glossé, donc avec le terrorisme, le tourisme sera plombé. Notre ami Bienvenu Sekou conclut en ces termes. Nous pouvons énumérer comme conséquence l'insécurité des touristes, la perte de la clientèle des auberges et hôtels qui accueillent d'habitude les touristes, la perte des devises extérieures, l'inactivité des guides touristiques. Voilà, donc je pense qu'ils sont assez... ils se rejoignent pour la plupart. Absolument. Merci Stanislas Limpon. À demain. À lundi plutôt. À lundi, oui. Vous retrouverez par ici Rachida Bio-Maman pour la continuité du service. Allez, à tout à l'heure pour nous. On se retrouve à la rédaction, bien évidemment, dans le cours de la télévision nationale. 5 sur 7 matin, le forum matinal se poursuit. Cette fois-ci, on passe au deuxième sujet en débat. Il s'agit de la visite annoncée, de la rencontre annoncée entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les syndicalistes. Casimir Pilleux, est-ce que vous avez pu entendre des bruits de couloir? Oui, des bruits de couloir sur l'organisation de cette rencontre. Vous l'avez dit à l'entame, c'est la question de la revalorisation, de la réforme donc des salaires au niveau donc du Bénin. Une décision donc mûrie par le ministère de l'économie et des finances déjà à travers une commission ad hoc qui a travaillé, qui a fait des propositions rejetées presque par donc la présidence, ou du moins améliorées par la présidence en ce qui concerne donc cette réforme là. Et l'autre chose, c'est que probablement selon des sources très proches donc de la Marina, la rencontre serait élargie à d'autres corps de métier, si j'ose parler ainsi, ou à d'autres fêtières, pour voir la possibilité donc de ne pas s'arrêter au niveau donc de la fonction publique, au niveau donc du secteur public. Pourquoi pas pour généraliser une augmentation, parce qu'aujourd'hui, je crois le Bénin a une grille salariale des plus faibles au niveau de la sous-région. Quand vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et pourquoi pas le Burkina Faso, et même le Nigeria d'à côté,
la question donc des salaires est beaucoup plus meilleure, même si ceci va avec le train de vie, ceci va donc avec l'inflation, ceci va avec l'augmentation des prix, mais c'est quand même un sujet qu'il faut finalement évacuer en termes donc de satisfaction de la classe ouvrière. C'est un sujet qu'il faut véritablement mûrir avec les acteurs eux-mêmes. Et donc je crois que le débat, enfin cette rencontre, le chef de l'État devrait l'organiser pour également écouter donc le son de cloche de ces acteurs, enfin des premiers concernés en termes donc de valorisation donc des salaires. Alors Moïse Oussoumou, est-ce que vous pensez que c'est pour apaiser un tout petit peu la grogne sociale qui devient de plus en plus grandissante? Il me semble que le chef de l'État a fait cette annonce-là à la fin de l'année écoulée pour annoncer que cette année, il y a beaucoup d'améliorations au niveau des conditions de vie des travailleurs. Déjà en son temps, on avait déjà félicité la mesure qui n'était pas attendue et qui est venue comme ça un peu par surprise. Et dans la foulée, on s'attendait à ce que dès les premières semaines, bien dès les premières paix, que les travailleurs constatent cela. Mais il a fallu d'abord lancer tout un processus. En réalité, ce n'était pas si finalisé que ça avant que le chef de l'État ne fasse l'annonce. Maintenant, il me semble que les choses sont en train d'aller dans ce sens et qu'au lieu de décider de manière unilatérale, le gouvernement a souhaité discuter d'abord avec les fêtiers et les travailleurs avant de passer à l'acte. Peut-être pour recueillir le maximum de doléances et faire les derniers arbitrages avant maintenant de faire les augmentations nécessaires. Je veux simplement espérer qu'après tout ça, ceci et ceci ne sera pas grand-chose, il ne faut pas se leurrer. Parce que la masse salariale est telle que même si on doit l'augmenter encore, il faudra faire beaucoup de calculs pour ne pas être en situation de non-paiement. Donc ce n'est pas la peine de se nourrir de grosses illusions pour espérer voir 50 000, 100 000, 200 000 en plus sur le salaire, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dans tous les cas, il y aura une augmentation qui va soulager certains ménages. Vous êtes j'ai pas envie de dire dans le secret des dieux, vous êtes apparemment très introduit. Non, ce n'est pas une question d'être introduit. La réalité est là. La masse salariale, ce n'est pas du gâteau. On ne l'augmente pas comme ça du jour au lendemain, juste par fantaisie. Donc, quelle que soit la bonne volonté du gouvernement, ce ne sera pas une grosse somme qui sera ajoutée au salaire. Donc, ce n'est pas la peine de se faire des illusions. Ce qui est sûr, ça a été annoncé, c'est en voie d'être concrétisé, donc ça sera fait. Mais ce ne sera pas si grand que ça. Donc, mais tout au moins, les ménages les plus vulnérables, ça va les aider d'une manière ou d'une autre. Et c'est déjà ça, le social dont nous parlons. Mais quant au privé, là également, il ne faut pas se faire des illusions. Le gouvernement n'a pas de décision à prendre à ce niveau, si ce n'est d'augmenter légèrement le SMIC. Mais quant aux autres salaires du secteur privé, ce n'est que plaidoyer qui sera fait. Et ça s'arrête là. Le gouvernement n'a pas la main pour imposer aux privés d'augmenter les salaires de leurs employés. Ça, ce n'est même pas possible. Et ça ne se passe nulle part. Donc chez nous, dans le public, oui, ça se fera. Dans le privé, le SMIC sera peut-être relevé à une certaine hauteur et un plaidoyer sera fait au niveau du patronat pour que les autres travailleurs du privé, justement, puissent également bénéficier d'une petite augmentation. Voilà. Alors, servant environ, et c'est vrai que vous n'êtes pas syndicaliste, donc vous n'êtes pas non plus dans les salons feutrés pour nous raconter les bruits de couloir, mais selon vous, quelles peuvent être au-delà, d'accord, de cette question de revalorisation des salaires, qu'est-ce que peut bien cacher cette démarche du chef de l'État? Ah bien, je pense qu'il n'y a pas à chercher très loin. Si je me rappelle bien, son mandat actuel a été mis sous le signe du social. Donc, bien évidemment, même si au début de l'année, avec la hausse des prix et tout ce que ça a engendré, beaucoup de gens se sont posé les questions sur cette annonce de social concernant son nouveau mandat. Je pense que ce genre d'action va dans ce sens. Maintenant, il faut attendre de voir effectivement, comme l'a dit mon prédécesseur, de combien, de quel montant d'augmentation on parle et à quel niveau pour pouvoir juger. Pour le moment, c'est quand même une initiative à saluer parce que il faut dire que le SMIC au Bénin est vraiment très bas. Et dans certaines corporations, il y a le sentiment général, et cela depuis plusieurs années, que les gens ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Donc en tout cas, j'attends de voir ce que ça va donner à ce niveau pour pouvoir me prononcer. Pour l'instant, en Caserne Pédio, évidemment, il est certain qu'on n'a pas forcément des éléments d'appréciation fiables. On va attendre peut-être que la rencontre ait lieu et que les décisions, ou du moins les conclusions qui seront issues de ces assises puissent nous édifier davantage. C'est vrai, il va falloir attendre, mais moi je crois que
c'est le péché mignon, pas ce temps donc de la communication au haut niveau. Les informations doivent être disponibles afin que véritablement nous puissions savoir ce qui doit être fait. Je ne parle pas des montants à augmenter, mais déjà aujourd'hui on doit pouvoir savoir, selon donc la statistique, on doit pouvoir déjà savoir à quel taux donc de masse salariale sommes-nous aujourd'hui par rapport aux critères de convergence. Je sais qu'avant 2016, nous étions autour donc de 42% contre 33% comme norme communautaire. Ça veut dire que nous avons déjà dépassé près de 10 points de pourcentage la norme fixée donc par l'Union africaine pour donc véritablement contenter les laborieux donc travailleurs du secteur public. Nous étions donc à 42% et ça inquiétait déjà les instances donc sonnaient l'alerte pour véritablement que le Bénin puisse revoir donc un certain nombre de facteurs. Et entre-temps, nous avons eu en 2017 le rebasage donc des données statistiques, ce qui a permis donc d'avoir un produit intérieur brut des meilleurs. Donc le produit intérieur brut a augmenté raisonnablement. Ce taux-là de 42% devrait donc chuter devrait descendre vers le bas pour véritablement afficher un truc autour de, autour de 20, de la vingtaine ou la trentaine de pourcentage. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas ces données. Et moi, je crois que on doit pouvoir déjà nous sortir ces données d'hier pour que dès que l'annonce sera faite, dès que la rencontre aura lieu, qu'on puisse avoir donc des éléments pour pouvoir dire, voilà là où nous étions, voilà là où nous sommes, et voilà là où nous sommes en train donc d'aller véritablement pour que nous ne puissions pas paraître comme un pays qui fait tout dans l'opacité. Au-delà de ça, moi je crois que je ne serais pas comme mon ami Dossoumo pour dire ce serait juste. Non. La question de la revalorisation donc des salaires, c'est une question d'ordre social d'abord, avant d'être économique. C'est un sujet qui va préoccuper beaucoup plus donc le panier de la ménagère. Nous l'avons dit ici la dernière fois. Et ne devrait pas être juste une miette qu'on va jeter donc aux ouvriers. À la fois, il faut penser donc à l'augmentation, mais il faut aussi éviter l'inflation. Donc, le chef de l'État ne doit pas s'arrêter simplement donc aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux fêtières donc de ces bénéficiaires-là, mais le chef de l'État doit descendre aussi un peu plus dans la masse populaire pour donc expliquer pourquoi aujourd'hui il faut augmenter le salaire. La notion de l'augmentation du salaire ne doit pas être perçue comme une montée donc des prix des produits de première nécessité dans les marchés. C'est une démarche que le chef de l'État doit donc mener. Donc moi je crois que la rencontre ne doit pas se limiter aux fêtières. La rencontre doit aller au-delà. On doit pouvoir rencontrer par exemple le patronat. On doit pouvoir rencontrer la CCIB. On doit pouvoir rencontrer ces dames qui vendent dans les marchés. On doit pouvoir rencontrer aussi les importateurs pour leur expliquer qu'au-delà donc de la crise Ukraine, Russie ou Covid, nous avons entamé une démarche qui veut d'abord être endogène parce que nous estimons que le salaire est déjà trop bas. On ne peut pas fixer au XXIe siècle 30 jours de labeur autour donc de la quarantaine de mille. On ne peut pas fixer ça comme ça. Ça, c'est une réalité. Il faut aller vers. Maintenant, l'autre chose que je voudrais ajouter à tout ceci, c'est par rapport aux collaborateurs externes. Il va falloir aujourd'hui que véritablement le gouvernement puisse nous communiquer des informations sur ce que nous a coûté la collaboration externe des cadres émérites au niveau donc de l'État. Il y a beaucoup donc de spéculations autour donc de cette affaire et pourtant c'est tout ça là qui fait que la masse salariale a du volume ou bien n'a pas de volume. Donc tout ça, je crois qu'il doit y avoir un travail scientifique autour. Les cadres du ministère de l'économie et des finances, les cadres du ministère du travail doivent donc s'associer à ceux donc du ministère du plan pour sortir donc ces documents pour que véritablement nous puissions, le Béninois puisse savoir
qu'est-ce qui est mis dans la cagnotte et qu'est-ce qui revient donc aux fonctionnaires. Et puis, pour dernière question sur ce sujet pour vous, Moïse, il y a également un piège qu'on ne semble pas voir ou qu'on voit et qu'on semble ignorer de façon volontaire au détour de cette augmentation de salaire. Il y aura peut-être une autre inflation qui va naître, celle peut-être liée au logement, les propriétaires qui vont se dire, OK, désormais leurs salaires sont bien arrondis, il va falloir qu'on augmente également les loyers, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Et peut-être de nouvelles tasses vont naître, sait-on jamais. Même si c'était le cas, il est du ressort du gouvernement de maîtriser l'inflation justement, en contrôlant les prix et ces genres de tarifs-là. Et ça ne se fait pas suffisamment. Il y a une loi qui est venue plus ou moins, disons, atténuer la galère des locataires et tout, mais dans la réalité, ce n'est pas vraiment ça. Donc c'est vraiment au gouvernement justement de jouer le rôle à fond pour mieux encadrer les prix et éviter ces genres de situations. Je parlais tout à l'heure de l'augmentation et je persiste, ce ne sera pas grand-chose. Et je ne parle pas de miettes non plus. Parce que Casimir, tout à l'heure, semblait se contredire. Quand il constate lui-même déjà que le Bénin est déjà en deçà de 10 points de la norme, et qu'on annonce encore une augmentation, ce ne sera pas 50 000, 100 000 sur les salaires. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas possible. Même si c'est 1 000 francs, même si c'est 2 000, pour les ménages précaires, c'est énorme. Mais vous n'avez pas idée de ce que 500 000 francs, 2 000 représentent pour des milliers de ménages, même dans Cotonou. Je ne parle même pas du Bénin profond. Pour des gens qui font le feu peut-être une fois, bien 2 fois par semaine, leur donner 1 000 francs, 2 000 en plus, mais c'est énorme. Je ne vais pas exagérer en parlant de grâce. Mais ce que je dis, c'est que ce ne sera pas une grosse somme. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas jubiler parce qu'on a dit augmentation. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que la masse est déjà énorme. Et vous voyez déjà les besoins d'investissement, les besoins de captation des ressources. On ne peut pas avoir ça et maintenant on libère la vanne et puis on donne 50 000, 100 000 en plus sur les salaires. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est des montants allant peut-être de dire n'importe quoi. De 2 000, 5 000, 10 000, 15 000, tout au plus. Ça ne va pas accéder cela. Parce que quand on met ces petits montants sur la masse des salaires, voilà, il y a le nombre de milliards qui va s'ajouter. Comment est-ce que l'État va maîtriser tout ça par rapport aux autres besoins? Ce n'est pas évident. Et il n'y a pas que les fonctionnaires, les agents de l'État dans la République. Dans la masse même des travailleurs, les agents de l'État, c'est la plus petite portion. Et tout le reste, alors, qui s'occupe d'eux? On va scruter tout ceci de très près, évidemment. On va voir... On va suivre cette rencontre, évidemment, entre le chef de l'État et les responsables syndicaux pour voir ce qu'il en sortira. Et on prend à présent la direction du Soudan pour ce qui concerne le dernier sujet en débat sur la matinale ce mercredi, bien sûr. On parle des 3 ans de révolution, parce que le 11 avril, c'était lundi dernier, ça faisait exactement 3 ans que Omar El-Béchir a été donc évincé du pouvoir par une grogne sociale qui a abouti donc à sa destitution, à sa démission, bien évidemment. 3 ans après, servant à Ouyon, on se rend compte que le Soudan est un pays limite exsangue, avec un taux d'inflation de 260% et des populations chaque jour dans les rues pour des revendications. Alors oui, la situation du Soudan est assez compliquée, mais pour moi, les causes sont assez simples. Ce qui avait causé le départ d'Omar El-Béchir, le problème n'a pas vraiment été réglé, c'était la mainmise de l'armée sur le pouvoir, sur l'économie. Quand Abdallah Hamdok est arrivé, déjà un peu poussé par l'armée, le but de sa présence était de démilitariser le pouvoir, de démilitariser la vie politique. Ce qu'il a essayé de commencer à faire. Le problème, c'est quand on a des colonels de l'armée, quand on a du personnel de l'armée dans les conseils d'administration à certains niveaux où ils captaient de gros revenus, c'est compliqué de venir leur dire maintenant qu'il faut partir. Et à un moment où Abdallah Hamdok commençait à entamer ce processus pour démilitariser le pouvoir, l'armée s'est sentie en danger et Abdel Fattah al-Burhan a remis le pouvoir aux mains de l'armée. C'est un peu ça qui pose problème depuis toujours au Soudan. C'est comment arriver à rendre le pouvoir aux civils. Alors, Moïse Doussounou, vous avez suivi ou suivez de très près forcément cette actualité. Évidemment, j'ai envie de dire, à l'origine de ce malaise social, la hausse des prix du pain. Le pain aussi en était à la base, ce qui a fait
monté le mercure, les populations sont rentrées dans les rues. 3 ans après, on se dit, après la chute d'Omar el-Béchir, oui, peut-être qu'il y aurait un vent nouveau pour le Soudan. On se rend compte que le Soudan s'enlise davantage avec plus de 4 millions de personnes sur les 11 millions que compte le pays à vivre, je vais dire, en dessous même du seuil de la pauvreté. 3 ans, c'est trop peu pour l'État. C'est trop peu pour l'État pour pouvoir s'amorcer de véritables changements, de véritables révolutions. Nous ne parlons pas d'une personne physique, nous parlons d'un État. Ce n'est pas si simple. Et pour moi, tout ceci, c'est la conséquence des longs règnes, en fait. Vous voyez, quand un chef d'État a fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qu'il en vient passer la main malgré lui, bien par un décès, l'après lui, ça n'a jamais été simple. Et les armes sont légion. Vous voyez la Libye, depuis là, ce n'est pas la joie. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été simple. Et peut-être que jusqu'à présent, on ne sait pas ce que demain réserve. Vous voyez, le Burkina Faso à côté, dans une certaine mesure, ce n'est pas encore la très grande stabilité. Et les deux cas où c'est relativement stable, ça a été comme un prolongement. Je parle du Tchad, je parle du Togo. Donc quand un chef d'État prend le pouvoir et s'éternise, l'après lui n'a jamais été simple pour les gouvernants, mais pour le reste du pays. Donc pour moi, la solution, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas le système politique en lui-même, c'est de faire en sorte que l'alternance soit vraiment garantie. Que quand c'est 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, quels que soient les termes fixés, quand un chef d'État finit de consommer tout ça, qu'il passe le témoin tout simplement. C'est le souci de vouloir s'éterniser, de se considérer comme le Messie, comme le plus intelligent, comme celui qui est incontournable. C'est quand on est habité par ces soucis-là et qu'on parvient à s'éterniser, forcément on a droit à ce genre de problèmes. Parce que les problèmes, vous faites quand vous êtes dans ces conditions, le pouvoir, ça vous use. Et ça vous déconnecte de la réalité. Surtout quand vous êtes resté là longtemps dans le faste, dans tout ce qu'il faut, et que la misère ne cesse de s'accroître. Vous n'avez plus la main sur la réalité. Et vos collaborateurs qui veulent s'éterniser avec vous perdent également la main sur la réalité. Et vous font justement de fausses fiches, bien de faux rapports, et vous pensez que peut-être tout va bien, alors que ça ne fait que s'encrasser. Omar el-Béchir ne pourrait jamais penser autant fort justement de son pouvoir qu'il pourrait partir juste parce que le prix du pain a flambé. Je suis certain qu'il ne pourrait jamais penser à une telle éventualité pour sa fin. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. C'est quand on est déconnecté. Et pour être déconnecté, justement, il faut s'éterniser quelque part, s'enfermer dans une bulle, dans une tour d'ivoire, ne pas voir la réalité en face. C'est ce qui arrive malheureusement à tous ces pouvoirs-là qui, par la force des choses, s'éternisent. Donc il faut éviter que cela arrive et qu'au terme des mandats fixés, qu'on puisse passer la main, tout simplement. Alors, Casimir Kodjo, la révolution finalement soudanaise, est-ce qu'on va dire qu'elle n'aura servi à rien quand on analyse le résultat? On ne parlera même pas de révolution, parce que en termes de révolution, lorsque vous parlez de la révolution, c'est que on quitte peut-être un rang A vers un rang B, mais ici on constate que le Soudan, à défaut donc d'aller d'évoluer, donc enfin d'aller vers le progrès, est en train de régresser. Nous avons un pays aujourd'hui qui est tellement mal gouverné, un pays qui n'est pas du tout cité dans les statistiques au niveau donc de l'international. C'est difficile donc de retrouver donc